Bonjour Puck. Bonjour Yad. Comme on se retrouve, on partage une passion et une affection, on va dire, euh, pour les shows et les jeux télé anglais, et particulièrement ceux avec des, des participants qui sont dits enfin, présentés comme des célébrités. Donc ça va être des acteurs, des présentateurs, des sportifs, tout ça. Euh, voilà, donc on s'est dit, comme on en parle régulièrement, qu'on allait et qu'on a envie en fait d'en parler encore plus et de partager notre enthousiasme et montrer que faire de l'humour et des émissions drôles sans méchanceté, sans violence, c'est possible. Les Anglais le font. Donc c'est pour ça qu'on apprécie en partie, c'est pour cette raison en partie voilà, qu'on aime ces émissions-là. Et donc on s'est dit qu'on allait vous faire partager tout ça. Euh, donc je vais juste introduire cet épisode, enfin ce début en fait de série, en expliquant ce que j'aime dans ces shows. Effectivement, on a un cast toujours très drôle, euh, très naturel aussi, divers, euh, que ce soit homme, femme, sexualité, euh, psychisme aussi. Et je trouve ça tellement, tellement important. Niveau handicap aussi. Donc on a une variété. C'est un super bel exemple. Tous ces shows, et c'est pas juste un show qui fait ça, c'est une grande partie de shows qui font ça. Et vraiment, cœur sur vous, les gars et les filles, parce que ça fait super plaisir. Oui, je pense que on Ouais, peut vas-y. revenir très vite sur l'évolution du monde du stand-up britannique et de leurs apparitions, alors d'abord à la télé, à la radio et dans ce qui est devenu le podcast depuis. Parce que ce qu'on appelle podcast un peu humoristique internationalement, c'est énormément venu de ce qu'étaient les panels shows radio et télévisuels britanniques qui était juste prendre des comiques et les faire raconter des bêtises ensemble pendant 20 minutes à la télé. Ouais. Et ça a donné un peu naissance au podcast parce que c'est les mêmes personnes qui ont commencé à faire les podcasts britanniques. Et progressivement, autour des années 2010, il y a eu quand même un gros mouvement inclusif parmi tous ces gens-là qui est venu de la BBC et de Channel 4. Et on a vu en particulier le fer de lance de ce genre-là qui était QI, alors Oui. qui a toujours été en moyenne plutôt inclusif, mais qui est progressivement passé de la plupart du temps 4 hommes invités à actuellement un homme blanc et généralement en minorité. Et ça a été clairement un travail constant de casting, constant et conscient de casting. Mm. Et on arrive à Celebrity Traitors, qui est, alors c'est toujours des productions séparées, c'est pas la BBC qui produit les choses, c'est la BBC qui commande des choses à des productions, mais ça n'empêche que c'est sous l'ombrelle de la BBC et qu'il y a énormément de transfuges dans tous ces métiers-là. Mm. Euh, j'ai essayé de me souvenir du coup par quel show j'avais commencé et je suis pas sûre. Je dirais bien que c'est euh, Would I Lie to You, mais je me demande en fait si c'était pas plutôt 8-Beat ou Let's Go 8-Beat avec Dara O'Brien. Dara, ouais, Mm. où il jouait à des vieux jeux vidéo et c'était vraiment extra. Mais oui, il y a vraiment une. Je me rends compte à quel point il y a une énorme manne de jeux télé qui sont fun. Voilà. Et Et voilà. quand on dit jeu, ce qui est important, et ce qui est important quand on arrive à Celebrity Traitors, c'est que c'est des faux jeux. C'est pas le juste prix où il y a des gens qui sont là pour gagner, je sais pas ce qu'on gagne au juste prix, mais pour gagner quelque chose et qui ont un enjeu dans leur vie. C'est des gens qui ont
dont c'est le métier de passer à la télé, Mm. dont c'est le métier de faire les Mickey, et qui ont déjà négocié leur contrat ou leur absence de contrat quand c'est caritatif, et ça l'est souvent. Il n'y a pas du tout d'enjeu personnel autre que éventuellement, dans le cas de Celebrity Traitors, qui est un gros truc, au plus leur image. Oui, c'est C'est ça. du coup le jeu n'est pas vraiment un jeu. Oui, Ou le jeu c'est de jouer. voilà, l'idée c'est que dans chacun de ces shows, ils vont avoir des choses à faire ou des scénettes à jouer ou à improviser. Et l'idée derrière, c'est juste que, en fait, ils viennent même pas forcément faire leur promo. Il y a ça aussi qui est intéressant. Effectivement, s'ils ont une promo à ce moment-là, ça arrive que le, le présentateur en parle, mais sinon, ils sont pas spécialement là pour leur promo. Ils sont juste là parce que ils sont eux-mêmes connus plus ou moins du public et que ça fait vachement plaisir de les voir dans un univers autre que la musique, le sport ou quand ils sont présentateurs ou dans un film, quoi. Et en fait, c'est un moyen aussi de redistribuer de l'argent. En moyenne, c'est des formats qui sont très très peu coûteux à produire. Une émission de 20 minutes se tourne en 2 heures. Il y a à peu près que le coût en studio, il n'y a pas de post-production. La pré-prod, c'est des documentalistes qui bossent en général à l'année ou à 6 mois. Sur une émission de télé, il y a toujours des documentalistes et du coup, c'est pas un coût en plus par rapport à la moyenne. Donc, c'est des émissions où le gros du coup, c'est les salaires de ces gens qu'on fait venir et du coup, on peut les payer plus cher que beaucoup de choses. À la BBC, je suis pas à jour, il y a une dizaine d'années, QI, qui est la grosse, c'était autour de 6000 livres une intervention. Donc, quelqu'un qui est peu connu au niveau national, à qui on permet de donner accès à 2 émissions de ce genre-là, une à 6000 livres, une autre qui l'amène à 10 000 au total, va avoir eu une bonne année grâce à ça. En tout cas, une sécurité financière grâce à ça. Et c'est vraiment consciemment fait pour aider les gens dans le métier. Mm. Et en échange, ils rapportent beaucoup d'argent à la BBC. Hein. C'est pas, Oui, on sinon, leur donne pas de l'argent, c'est pas la charité. Hein. oui, sinon ça C'est serait des émissions pas. qui, ça a diminué parce que la télévision terrestre se casse la gueule. Mais il y a pas longtemps, QI faisait 5 millions et plus. C'est vraiment des gros trucs. Et Would I Lie to You, je pense, a eu des émissions de Noël qui approchaient des 10 millions. Oui, et c'est vrai aussi que sur ces shows-là, alors ce qu'on appelle les panel shows, il y a souvent une émission spéciale à Noël qui est toujours très fun. Déjà que d'habitude c'est fun, mais ils ont ils mettent leur petite déco de Noël, leur petit costume de Noël et tout. Enfin voilà, c'est toujours un grand plaisir. T'as le Big Fat Quiz aussi qui fait une version pour l'année écoulée, ce genre de choses-là. Euh, donc c'est toujours assez festif. Et on voit aussi, alors je sais pas à quel point les gens s'aiment et s'adorent dans le milieu, mais en tout cas sur les plateaux, on le voit pas. Ils sont relativement respectueux. Quand ils se charrient, c'est parce qu'ils se connaissent bien. Euh, et c'est une atmosphère qui détend beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Puck? Non, ça me semble très bien comme introduction. Après, tu citais Would I Lie to You et Darago's 8-bit. J'ai cité QI. On n'a pas cité Taskmaster, qui est Taskmaster. sans doute. Donc, on a parlé des panels shows qui sont en général sous le format jeu télé, assis dans un studio autour d'une table. Et Taskmaster, depuis 10 ans maintenant, ça a été l'introduction du côté jeu avec quand même un budget plus gros et tourné plus longuement. Un Oui, côté interville, on prend les mêmes personnes, hein, en gros, 5 comiques, quasiment que des comiques dans Taskmaster, et on leur fait tourner, du coup, un tournage qui va prendre en général 5 semaines, des jeux physiques dans une maison, et après, on finit ça en studio, en repassant les jeux et en faisant les Mickey autour, en racontant des blagues. je crois que les jeux en eux-mêmes, les épreuves, c'est filmé sur une semaine, voire deux. Et Ah oui, pardon, quand je disais 5 semaines, en général, c'est c'est... 5 semaines de tournage séparés Oui, pour l'équipe. oui, d'accord. Donc Du coup, je te oui, laisse voilà. continuer.
il y a les deux, il y a les deux types d'émissions, voilà, celles qui sont uniquement en studio et puis celles qui sont en extérieur, en fait, en dehors des studios. Et ben, la dernière en date, c'est The Traitors, qui a été adapté en spécial célébrité. Et il y a eu la première saison là qui vient juste de se terminer. Ça se passe dans un superbe château euh, en Écosse. Voilà, je vais mettre quelques images du château. Il veut plus. Si, voilà. Voilà, alors c'est un château qui fait pas que des, que des shows télé, mais voilà, il est très joli. J'aime aussi beaucoup comment, pendant les épisodes euh, de Traitors, on a des grands plans sur la nature écossaise. Je pense que ça fait une très bonne pub pour l'Écosse. C'est un talent de la BBC. Si on regarde toutes leurs grosses émissions, enfin la BBC de toute façon a le plus gros vivier de caméramans et de caméramans d'extérieur au monde. C'est pas pour rien que depuis les années 60, c'est la BBC qui produit tous les documentaires animaliers qui ont un peu d'importance. Et ça se retrouve dans ce genre d'émission. Ça se retrouve, si on regarde à l'opposé sociopolitique, si on regarde Top Gear, la qualité des paysages dans Top Gear, Mhm. on pourrait faire des cuts, des plans de drone, des plans au téléobjectif et des plans de paysage dans Top Gear et monter un film contemplatif de 2 heures sans aucun souci. Il n'y a pas beaucoup de films hollywoodiens qui soient aussi bien filmés que ce que font les paysagistes à la BBC. Donc, c'est super appréciable. On a des belles images, on a un très beau décor. Il faut savoir que ce château-là, euh, c'est pas un nouveau château, c'est un château qui a déjà été vu dans d'autres versions de l'émission, la version américaine et la version traditionnelle anglaise. Donc c'est pour les gens qui suivent déjà ces shows-là en plus, du coup ils sont pas perdus, donc voilà. Et donc qu'est-ce que c'est The Traitors? Alors vous avez vu la pub que Puck a faite autour du jeu, c'est un jeu de loup-garou dans dans un château. Ça se passe pas que dans un château, ça se passe à l'extérieur aussi. Mais le principe du loup-garou, c'est on a un groupe. Dans ce groupe, il y a des villageois et un ou des loups-garous. Euh, Au fur et à mesure, il va y avoir des villageois qui vont disparaître. Et c'est aux villageois de trouver qui sont les loups-garous. Donc là, on transpose. On a. Alors, je sais pas comment tu traduirais les faithful. Moi, j'aurais dit les innocents. Les innocents, bah, les fidèles, bêtement, mais Ouais, mais fidèle à quoi? Bah, bah, fidèle au... faithful à quoi en anglais? Oui, C'est c'est justement, pareil, et c'est, traître à quoi aussi? les termes indiquent à quel point le concept est creux et se porte à n'importe quoi. Ils ont mis quelque chose qu'on pourrait, si c'était un jeu de plateau, appliquer à n'importe quelle ambiance. De Mm. même que Loup-garou, Mafia ou Secret Hitler sont à peu près le même jeu avec un léger twist en plus. Et à chaque fois, c'est surtout la couche de peinture qui change le jeu. Donc voilà, on a d'un côté les fidèles, de l'autre côté les traîtres. Bon, alors je dis d'un côté et de l'autre, non, ils sont tous ensemble. Ils vont faire des activités. Donc là, en l'occurrence, avec les célébrités, c'est des activités qui vont rapporter de l'argent qui est mis au départ dans un pot commun pour être redistribué ensuite à des œuvres de charité. Euh, donc voilà, les gens sont là pour le plaisir déjà d'être entre eux, de parfois de se dépasser, de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait tout seuls ou qu'ils n'auraient jamais pensé à faire. Traîner avec des potes parce que bah ouais, ils se connaissent, il y en a beaucoup qui se connaissent. Et donc ils gagnent de l'argent pour leurs œuvres de charité. Et de l'autre côté, ben chaque soir, il y a des gens qui disparaissent. Voilà, il y a des gens qui sont assassinés par les traîtres et des gens qui sont bannis du château parce que on pense que ce sont des traîtres. Voilà.
le principe, c'est ça. Donc, on commence à 19 personnes et on finit à... je crois que ça s'arrête à 2. La dernière épreuve s'arrête à 2 s'ils n'ont pas trouvé d'accord avant. Bref, ça c'est un détail. Il peut y avoir, en fait, 3, 2 ou un vainqueur selon la manière dont ça se Oui, termine et selon que les derniers supposés fidèles se trahissent ou pensent qu'il y a encore un traître parmi eux et selon qu'il y a vraiment un traître parmi eux ou non. Donc voilà. Je crois, d'une mémoire vague d'en avoir entendu parler, je crois qu'il n'y a jamais eu 3 vainqueurs dans les Traitors oui, grand public, parce qu'il n'y a aucune raison quand il y a 3 personnes à la fin, vu qu'on peut finir à 2, de ne pas en exclure un pour gagner plus d'argent, puisqu'il y a de l'argent en cause à ce moment-là. oui, mais parce que Donc du voilà. coup, dans le Traitors classique, c'est les personnes repartent avec l'argent. C'est pas pour des œuvres de Voilà. charité. C'est ça qui fait une monumentale Voilà, différence dans l'ambiance. voilà. Du coup, c'est à mon avis, c'est moi personnellement, ça m'intéresse pas trop de voir des inconnus faire ça. Moi, ça me Euh, met physiquement mal à l'aise, ça me donne la nausée. Vraiment, c'est un truc de neurodivergence, j'imagine, hein, mais la télé-réalité me donne envie de vomir. Pas, et ce n'est pas une critique, je comprends ce que les gens aiment dans la télé-réalité. Il y a des choses que je trouve détestables, mais d'autres que je trouve tout à fait, dont je comprends pourquoi on aime et qui peuvent être intéressantes. Moi, la mise en cause de la personnalité des gens à la télé me met horriblement mal à l'aise. C'est pour ça cette émission est objectivement très fun. Je suis ravi qu'il y en ait une version que je puisse supporter. oui, moi, voilà, s'il y avait qu'une version avec des inconnus, je regarderais pas. Parce que ça m'intéresse pas, parce que derrière, euh, bah, c'est de l'argent qui va servir à changer la vie de personne, enfin d'un individu en fait, ou de plusieurs individus. Mais derrière, je pense qu'il y a moins de fun, parce qu'il y a un enjeu beaucoup plus grand pour les participants. Euh, dans la version célébrité, euh, ils sont beaucoup plus amenés à travailler ensemble, fidèles et traîtres, pour gagner de l'argent pour les œuvres de charité. Euh, Tandis que j'imagine, c'est possible que dans la version normale, il y a des gens qui sabotent des épreuves. Euh, voilà. La dimension trahison est du coup plus importante. Et du coup, la dimension jeu, où on joue vraiment les uns contre les autres, est plus importante Mm, dans l'émission classique. Oui. c'est beaucoup plus chacun pour soi, tandis que voilà, là avec les célébrités, je pense On, que c'est vraiment ce qui fait le fun en fait de de Traitors. on peut aussi faire la critique très légitime des célébrités que du coup ils jouent mal au jeu. Comme ils sont occupés à être copains les uns avec Oui, les autres et à ne pas se faire de mal et à se respecter, ils jouent objectivement assez mal au jeu. Certains d'entre eux se le répètent pendant le jeu oui, en blaguant, mais c'est une réalité. Si on veut vraiment faire du gameplay, il ne faut pas faire ce qu'ils font la plupart du temps, qui est se traiter avec respect, avoir du respect pour les anciens, et ainsi de suite. ouais, mais on en reparlera un peu plus tard de ça, parce que si on fera un petit plongeon, bah, on Mm. va commencer d'ailleurs à faire un petit plongeon sur cette saison-là. Bon, cette saison-là parce qu'on n'en a qu'une seule, hein. Alors, le show, il est présenté. Ah bah, j'ai pas le. Le show, il est présenté par Claudia Winkleman, qui est ultra connue pour sa frange noire qui lui tombe dans les yeux, et que moi j'avais déjà vu notamment dans Would I Lie to You. Je la connaissais de là, et du coup Elle a fait le j'étais. tour de beaucoup de panels shows Ouais. plus jeunes, moins maintenant que c'est un trésor national britannique et qu'elle n'a pas le temps, mais elle a fait pas mal d'épisodes de Nevermind the Buzzcocks, le panel show qui parle de musique. Bonjour le Nîmois. Bonjour Lenny Moi, merci de nous rendre visite. On attaque la présentation du cast de la saison 1 de The Celebrity Traitors. Donc oui, donc Claudia va faire la présentation. Elle fait la présentation déjà du Traitors classique. Et après, au niveau des personnes... alors, je vais Ah, et zoomer un on petit doit peu. dire, c'est elle qui présente, euh, zut, je vais perdre le mot, la grande émission de danse qui est le plus Strictly gros... Dance
Euh, Strictly Come Dancing. Alors j'imagine qu'il y a une version française vu qu'il y a des versions dans tous les pays. Euh, oui, donc Strictly Come Dancing, depuis que Bake Off a un peu diminué, qui est l'émission de c'est cuisine Danse avec les la stars plus, en France, non? ça doit être ça. C'est la plus grosse émission de télévision terrestre britannique. Donc elle est présentatrice du plus gros truc à la télé déjà, et maintenant elle est présentatrice de Traitors, qui est le deuxième plus gros truc télé, et maintenant elle est présentatrice de Celebrity Traitors, qui a priori a battu Strictly Come Dancing en tant que nouveau plus gros truc télé britannique. Mm. Donc si on sépare les diverses émissions, elle est présentatrice des 3 plus gros succès de la télévision britannique. Donc au niveau des gens qui étaient là, on avait des acteurs, des comédiens, un youtubeur, des présentateurs, des sportifs. J'ai fait à peu près le tour. Au niveau des On peut inclure métiers, journaliste pour être plus large sur un ou deux. oui, Voilà. pour Claire, oui. Des gens qu'on Euh, voit à la télé. voilà, donc en tout cas, moi, parmi les gens que je connaissais, Nick Mohamed, qui est notamment connu pour son rôle dans Ted Lasso. Ted Lasso. Merci, j'avais Ted et Lasso venait pas. C'est dommage pour un Lasso. Euh, je connaissais Stephen Fry, voilà, qui est ultra connu, hein. Alors moins en France, hein. Du coup, pour les non-anglophones, vous l'avez vu sans doute jouer le maire dans Bilbo, le maire de la Oui, ville qui traverse à un moment. Mais c'est peut-être un peu tout, sinon il fait beaucoup de ce qui ressemble à des caméos, de petits rôles de composition dans des films, mais finalement il a beaucoup été à la télé donc je regarde britannique. vite fait. Son rôle très connu quand même par des Français, ça va être en sitcom, un rôle récurrent dans les 4 saisons de Blackadder. Et sinon, il faisait partie de A Bit of Fry and Laurie avec Hugh Laurie, Oui, quand ils étaient tous les deux une troupe de coups d'improvisation de sketch. euh, alors, on parle pas de cette série de films et de livres, mais il était dedans. Euh, il fait. Et si, quand on parle de personnes connues britanniques, on joue à chasser les terfs, ce qui est souvent un jeu très dur, le casting de Celebrity Traitors n'a a priori pas de souci. En Oui, tout oui, cas, oui. pas que moi je connaisse. Le seul qui est à un moment pu être douteux, c'est justement Stephen Fry, et il a Oui, corrigé le tir. oui, il s'est beaucoup. Voilà, c'était le maire de Laqueville, dans le Hobbit. Oui, oui, il s'est beaucoup amélioré. Il a compris que qu'il fallait que. Enfin, que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Ouais, voilà. Enfin, il a fait énormément de choses. C'est quelqu'un qui est très très connu en Angleterre. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps dans un film. Et puis, il n'a pas présenté QI à une époque. Si, c'était le présentateur originel de QI Voilà, en plus. pendant le gros de la série. Et après, vraiment, dans tous les gens qu'on a là dans ce casting, c'est lui le trésor national, c'est lui le papa révéré du groupe, c'est Oui. lui que tout le monde aime et que tout le monde respecte. Mm. Il est reconnu pour son intelligence, alors presque avec excès. C'est quelqu'un d'extrêmement éduqué, plus que Oui. spécialement intelligent. Tout le monde est intelligent là-dedans. Mais du coup, il y a énormément de respect qui Il lui est est très témoigné cultivé, en fait. pendant tout ce temps-là. Ah, il est très cultivé. Il a beaucoup de lettres. Euh, Lucie Beaumont, moi, je la connais aussi via des panels shows. Jonathan Ross, c'est un présentateur. Précisons, c'est une stand-up, c'est une humoriste. Lucie, Mm. oui, peut-être. C'est Alors, j'ai surtout vu. elle vient de l'humour. Elle a été en fait un J'ai du mal peu à la voir comme ça, productrice. mais d'accord. Elle a été un peu productrice audiovisuelle. C'est quelqu'un qui joue un rôle, qui met en avant cette facette de cette personnalité, qui joue un peu la guignole en permanence, Mm. mais du coup qui a fait sa carrière en étant très sérieuse dans l'accomplissement des choses. Jonathan Ross, qui est un présentateur aussi assez connu. Voilà, c'est Hardisson sans le côté douteux, mais c'est vraiment ça, un présentateur un Mm. peu provocateur et très mec des années 80. Et après, alors, ceux que je connais très bien, Joe Wilkinson, qui, pareil, euh, travaille et participe à des panel shows, et Qui qui vient du est stand-up. acteur et humoriste.
Claire Balding, donc elle est journaliste, présentatrice, plus côté sport, si j'ai bien compris. Oui, bah c'est Et c'est une Olympienne. Alors elle est quoi? Elle était, ah oui, elle était elle sportive faisait du avant. cheval, un truc comme ça. Mais en tout Attends, cas, je vais vérifier sur sa fiche. ça fait 30 ans, que c'est une des présentatrices sportives principales BBC, Channel 4 aussi, je crois. Et elle, donc, je l'ai déjà vue dans Would I Lie to You. Euh, et puis, alors, je le connaissais pas comme ça, mais vous en avez forcément entendu parler de Tom Daley. C'est le, alors nageur, non, c'est pas un nageur. Il est spécialisé dans les plongeons. C'est le gars qu'on voyait tout le temps dans les gradins en train de tricoter ou de faire du crochet Voilà, oui. pendant les Jeux Olympiques. Il est beau, il a de l'humour, il est gai et il tricote. Ouais, et clairement, ils l'ont C'est une éliminé trop icône. tôt. Oui. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait? du coup, toi, De toute façon, on est-ce est que, après la fin de la série. On évite les spoils ou on n'évite pas les spoils? euh, Je pense que on s'adresse à des gens qui connaissent pas. Du coup, je pense que les spoils n'ont pas d'importance, mais non, on n'en a pas parlé avant. je pense que ça n'a pas d'importance. D'accord. En tout cas, oui. Alan Carr le dit, je sais plus si c'est dans l'émission ou dans un podcast que j'ai entendu, il dit qu'il a éliminé les gays Oui, trop tôt. oui, oui, oui. Dans le Uncloaked, le final. Voilà. Alors, on va regarder rapidement. Alors, je suis Parce que désolée, je par sais ailleurs, pas pourquoi. Claire Balding, qu'on a cité avant, Ah oui, est une icône LGBT importante également, oui. et militante. Avant de montrer le trailer de présentation de cette saison, donc moi j'ai parlé des gens que je connaissais, mais toi est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ça Alors, ou attends, je vais faire le tour. je me remets en haut? Non, j'ai Wiki de l'autre côté. Je vais les mettre par ordre. Allez, on va les mettre par ordre chronologique. On va partir par la plus jeune, Kate Burns. Cat Burns, Mm, qui est une chanteuse un peu New Soul. C'est très bien ce qu'elle fait. Je la connaissais pas avant. moi Voilà, non c'est plus. l'occasion de découvrir des gens. Nico Omilana, qui est un humoriste et youtubeur, Oui, qui est connaissais pas non vraiment, plus. malheureusement, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient éliminés tôt. C'est un où on n'a pas vraiment le temps de le découvrir, mais cette génération de youtubeurs qui a depuis le Covid, en fait, tout bêtement, été mise en avant et qui est pas mal acceptée dans les podcasts et de plus en plus dans les émissions. Donc on est en train de voir arriver une nouvelle génération avec une autre forme d'humour. Il y a Cat With a C qu'on voit aussi beaucoup en ce moment, enfin des gens comme ça. Et qui du coup maintenant arrive à la télé. Ruth Code, qui est une actrice dans les séries horrifiques de, Oui, comment il s'appelle, The Midnight Club, oui, Mick Flanagan. Elle oui, a c'est joué dans ça. au moins deux séries de Mick Flanagan. Voilà. Euh, Toc, toc, toc. Tom Daley, on l'a dit. Alors, il y a Joe Marler, dont tu n'as pas parlé, dont on va parler Non, beaucoup après, oui, mais qui je est le un. connaissais pas. Voilà, on va juste dire que c'est un rugbyman à la retraite pour l'instant, que je connaissais. Il y a Charlotte Church, qui était une enfant star Oui, chanteuse dans les années Charlotte. Mhm. 90, qui a un peu, je dis un peu, que je crois complètement abandonné la chanson depuis, et qui présente pas mal de choses, et qui fait pas mal de militantisme et d'activisme, et Oui, moi je la croise beaucoup dans les podcasts, au milieu d'humoristes et de elle trucs était comme en ça. effet présentée dans le jeu comme chanteuse et activiste. Mm. Alors ensuite, bon, Paloma Faith, c'est une actrice chanteuse classique. Tamika Hempson, c'est une actrice, c'est assez classique. Alan Carr, c'est un comique et présentateur télé, Mm. et icône LGBT. Oui, Euh, Faudrait qu'on fasse le compte des icônes LGBT parce que c'est un peu ça. David Oluchaga, c'est un historien, présentateur télé et podcasteur. Marc Bonnard, un acteur en bonne et due forme. Kate Garraway, une journaliste classique, mm, si j'ose dire, enfin, comme on appelle journaliste télé. Et Célia Imri est une actrice révérée oui, du théâtre et du cinéma. Du coup, je vais faire le compte. Attends, Stephen Fry, Claire Balding, Alan Carr, Paloma Faith, il me semble. Euh,
et Tom Daley. On est à 5 icônes LGBT. C'est Euh, bien ça, oui, oui, oui. il me semble. Oui, Voilà. c'est possible, oui. Non, mais enfin, c'est pas en France. Enfin, on aimerait voir ça en France, en tout cas. C'est vraiment super, ça pose zéro problème. Euh, voilà. Oui, c'est pas Et abordé, c'est nous qui le remarquons maintenant en parlant, c'est pas abordé voilà, c'est dedans. ça, Voilà. ça pose zéro problème. Rose Code, elle a un handicap physique. Mhm. Euh, Elle a euh, On, dû se on peut même, faire. si on veut être cynique, penser que ça, et que le casting a été en partie fait en y pensant. Il faut être honnête, si on encourage les émissions à faire des castings euh, inclusifs, ça veut dire que bah, des fois, on est cynique quand on sélectionne des gens et on va essayer de prendre quelqu'un d'inconnu pour le ou la mettre en avant et qu'à un moment, c'est le handicap qui fait qu'on casse les gens. Faut accepter ce détail. Donc elle s'est fait amputer d'une jambe. Euh, bah, c'est pareil, ça pose pas de problème. Euh, Franchement, si elle fait une blague dessus à un moment, je crois que c'est pas abordé. voilà, non Je mais crois. Si, c'est abordé. Il y a une tâche physique qu'elle peut pas faire et du coup c'est prévu. oui, Elle a une place. mais Et à part les ça, je crois qu'il y a une blague et c'est elle qui fait la blague évidemment. et oui non mais Mm. donc pour l'épreuve dont tu parles, l'épreuve physique, il y avait quelque chose de prévu et le Mm. reste de l'équipe a tout de suite dit il faut quelqu'un de tel type et pas ça veut pas dire handicapé mais quelqu'un de léger à cet endroit-là. Est-ce que tu veux y aller? C'était c'était mignon. Enfin voilà. C'est des gens qui sont des pros de la politesse, hein. Oui, bah écoute, ça fait du bien. Mm. Bah oui, oui. Et oui, Et je comme pense, tu disais, qu'il y a sans doute des gens, c'est des gens qui sont habitués à bosser ensemble et leur métier, c'est de se croiser dans des émissions et des podcasts. On ne connaît rien des inamités qui peuvent exister. oui, et on les voit C'est pas. bien la preuve qu'ils sont professionnels de la politesse. Et voilà, et je pense, bah, la scène à laquelle je fais référence, je pense que c'était sans malveillance, sans malice, sans rien du tout. C'était juste, euh, je veux la protéger, donc je Mm. pense que c'est mieux qu'elle soit là, quoi. C'était, et puis il faut qu'on gagne, donc voilà, aussi. Voilà. Euh, Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des troubles 10. Euh, Kate, pas Kate, Kat, elle explique. Alors, je sais pas si c'était su de tout le cast. Non, bah, Euh, c'est une des trois quatre qui sont moins connues et qui n'étaient pas connues de tout le monde, donc c'était pas su de tout le monde. Ouais. donc, elle explique à un moment qu'elle est autiste et qu'elle souffre de ADHD, si je dis pas de bêtises. Oui, la Euh, comorbidité classique. Paloma aussi, ou TDAH, je sais plus pour elle. Euh, Et je me demande s'il n'y en a pas d'autres voilà, qui sont Alors, il y en sur. a d'autres. Voilà, c'est juste que c'est pas Moi, dit, après, moi, mais je ne me prononce pas parce que je déteste le, le diagnostic amateur hmm, de gens regardant d'autres gens, mais A, j'en vois d'autres, B, c'est une discussion constante quand on s'intéresse au milieu de l'humour et du stand-up britannique, et ça a oui. été en plus légèrement étudié sérieusement, la proportion de neurodivergence est absolument écrasante. Et il y a aussi. Alors, c'est pas un trouble de la personnalité, trouble psychique et tout, mais il y a aussi des personnes qui sont très introverties. Je me suis sentie représentée. Euh, David, l'historien, il est ultra introverti. C'est Il est pas, je sais pas si ça se ressent. Je l'ai vu ailleurs et je l'ai entendu en podcast. Quand il est à l'aise, ça se remarque pas du tout. Du coup, je sais pas si c'est bah, dans ce c'est comme moi. cadre-là, il savait pas quoi faire ou si c'est qu'il est introverti. Je l'ai pas vu comme ça, mais du coup, c'est toi qui es meilleur pour identifier Bah, ça. en fait, je me suis vue. Bah, c'est un petit Ouais. peu quand tu es dans un groupe avec des gens que tu connais pas, tu vas rester un petit peu à l'écart. Tu as besoin de ta tranquillité quand même parce Mm. que quand il y a beaucoup de monde, tu fatigues vite. Euh, Moi, T'as aussi. je me suis demandé si c'était pas le montage qui était un peu à son désavantage parce que Il a l'air discret. il est moins drôle que les autres aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce que le montage a été à son désavantage?
En Je tout sais cas, pas. voilà, ce que j'ai vu avec le montage qu'on avait, c'était que c'était Mm, quelqu'un de discret euh, et du coup qui restait un peu dans son coin, quoi. S'il est avec quelqu'un, il va parler, pas de problème. mm. C'est ce que je fais. S'il y a quelqu'un qui vient me parler et je vais pas le rembarrer et je parle volontiers, tu vois. Mais tu, alors oui, c'est peut-être le montage aussi, mais effectivement, plus on avance dans la série, donc moins il y a de personnes, plus j'ai l'impression qu'il commence à parler. Mais Mm. voilà, il y a le montage aussi qui peut faire ça. Euh, mais au départ, voilà, effectivement, quand ils sont 19, ça fait beaucoup de monde. Mm. Bon, ça dure qu'une journée où ils sont 19, mais bon, entre 19 et 17, c'est pareil. Hein. T'as beaucoup de monde. T'as des personnalités qui sont tellement explosives, euh, Après, pour rester sur tellement. ça, j'imagine que Rousse Code aussi, qui est très jeune et qui met en avant son côté mauvais caractère, elle a un côté introverti, je pense, et que son mauvais caractère, c'est une défense, non? Tu l'as pas Euh, vu comme ça? non, je l'ai vue plus. Elle s'ouvre plus rapidement, en Mm. fait, aux autres. C'est l'impression que j'ai eue. Euh, c'est un petit peu c'est quelque chose que j'ai fait aussi et que je m'arrive de refaire encore aujourd'hui. Hein. C'est dans un groupe, tu vas choisir quelqu'un, entre guillemets, euh, avec qui tu penses avoir des atomes crochus, donc pouvoir parler un petit peu. Mm. Et, euh, et là, c'est bon, tu vas pouvoir être toi-même. Ça dure pas très longtemps qu'elle reste un petit peu à part. Parce que très vite, elle n'hésite pas à dire les choses. Mhm. Tandis que David, tu l'entends pas. Mais je sais pas s'il avait été mis dans la même situation qu'elle, s'il aurait fait pareil, tu vois. Oui, oui, c'est dur à deviner. Voilà, donc oui, il y a des personnes plus réservées. Et à côté de ça, donc ce que je disais, des personnes qui sont flamboyantes, qui sont tellement, mais plus que over the top, quoi. Oui. Qui ont vraiment plus que tout. Moi, je me serais sentie tellement écrasée à côté. Alors j'ai envie de dire, précisons qu'il y a une... Alors, c'est très très délicat à dire. Il y a une différence dans ce qui est culturellement fait comme extériorisation de l'homosexualité en Angleterre avec la France, qui peut sembler un peu vieux et un peu Ah, folle pour des Français qui ne sont pas habitués à la culture anglaise. alors alors oui, effectivement, je pensais à Alan Carr, mais pas que. Oui, non, mais Euh, du coup, ça marche pour Alan Carr, ça marche différemment pour Stephen Fry, ça marche presque pour Jonathan Ross, qui est aussi hétéro que possible, mais qui est très queer presenting. oui, Et du coup, il y a quand même un côté folle qui peut paraître bizarre aux Français, où les folles dans le temps ont disparu et sont souvent mal vues. oui, bah en fait non, mais enfin, je le prends pas comme c'est une expression de l'homosexualité. En fait, je vois juste que c'est Mm. des gens très exubérants. C'est Voilà. ça que je vois. Mais c'est juste que moi j'ai tilté que c'était beaucoup les gays dedans, sinon j'aurais pas fait la même remarque. Et non, mais enfin, toute personne qui parle beaucoup, qui parle fort, qui va être aussi exubérant au niveau de ses tenues. Alors, cette série, le, le festival de tenues, superbe. Mm. Vraiment, waouh, trop bien. Et sachant que je sais par podcast que Jonathan Ross avait des tenues qu'il n'a pas osé mettre parce qu'elles étaient trop extravagantes. Ah oui, d'accord. Il était venu avec d'autres tenues et il y a des tenues qu'il n'a pas mises parce qu'il n'a pas osé. Non, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que personne introvertie, même si les gens ne me croient pas quand je dis que je suis introvertie parce que j'arrive à fonctionner en société euh, et que j'arrive à faire entendre ma voix, bah en fait, non, je suis une introvertie et j'use beaucoup plus vite mes batteries quand je suis avec du monde. Mais voilà, moi en tant que introvertie, personne casanière aussi peut-être, ça joue, qui veut juste être dans mon petit coin tranquille, avoir des gens, des personnalités aussi flamboyantes à côté de moi, je pense que j'arriverai pas à... Je pense que je me mettrais dans un tout petit coin. Et est-ce qu'en tant que spectatrice,
t'as des phénomènes d'identification et d'appréciation qui fonctionnent, qui te font t'intéresser à des personnes dans ce genre de cadre-là? Genre, qui c'est qui m'aurait le plus... à qui je Ah, m'identifie parmi le cast? voilà, est-ce que t'as est-ce que quand tu reconnais des gens dont tu dis Oui. que tu vois cette introspection, est-ce que ça t'attire vers eux, ou est-ce que tu le remarques mais que c'est pas ça qui joue dans tes goûts et dégoûts, enfin pas de dégoûts, mais Alors, dans tes attirances pour certains plutôt que d'autres? moi, on parlera un peu de nos préférés après, mais je me sentais très proche de Kat et de Joe Marler. Parce que le pauvre Joe, celui qui parle et que personne n'écoute. Et je me Euh, suis sentie tellement... oui, moi aussi, tout le temps. Alors, du coup, c'est dans le cas. Du coup, si on fait sur les préférés et sur l'identification, Oui, je me suis beaucoup identifié à Kat, à Joe Marler, un peu à Alan Carr aussi, mais bref, en tant que. Et à, j'ai perdu son nom, et à Ruscode, enfin, en tant que handicapé et neurodivergent, aux gens où je retrouve ça. Et spécifiquement, j'ai appris après que Joe Marler faisait du militantisme sur les questions de santé mentale. ah, oh ben je l'aime encore Voilà, plus alors. depuis longtemps et depuis sa carrière de rugbyman. Ah ben Donc, je c'est l'aime pas encore mis en plus. avant comme il est Mm. neurodivergent ou quoi que ce soit. Ce qu'on voit beaucoup dans la série, c'est qu'il est clairement très très habitué à être traité avec dédain ou condescendance et à savoir gérer ça. Ce qui me Ouais. paraît logique pour un sportif habitué à naviguer en société. Je pense qu'ils ont tous un peu de ça. Mm. On regarde le trailer. Mhm. Alors, je sais pas pourquoi, c'est en mono, je suis désolée, ça me tue l'oreille, mais allez, on y va. Maybe I have got a dark side. I'm here to win. I don't know what beasts lie within me. I'm gonna fight till the death. Ah, j'ai pas de son. T'as pas le son de ça? Eh ouais, il n'y a pas le son de ça. Hi. To the Highlands. Non mais tu le connais par cœur, non? Bah oui, mais le public. Ça Euh, veut dire que personne n'a le son. mais pourtant ça sort sur l'audio du bureau, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. bon Ben oui. Alors il y a un truc bizarre. Bon bah je me tais. On continue. Pardon. Faithful, you must hunt down the traitors. I want to win, I'm not gonna lie, I want to win. Oh, God. This is life or death, isn't it? Me, Faith. Me too. Go forth and murder. That's quite a twist. I have selected my traitors. Tomorrow, the killing spree begins. This is the Celebrity Traitors. Voilà. Non, non, ne me lance pas autre chose. Hop. Bah, je regarderai pour les prochains Non, non, j'ai événements trouvé, je aussi. pensais que le son passait, enfin les bêtises de Twitch, je pensais que ton son passait aussi par le système de partage, c'est pas le cas. Du coup, tant que tu parles pas par-dessus, je peux récupérer le son de ton stream. Ah, Si tu parles ok. par-dessus, du coup, je vais avoir 2 fois ta voix. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Mais Donc je saurai pour la si, prochaine si fois, je il y mets aura une pas de, vidéo, il y aura pas de je ne problème. dois pas parler par-dessus. D'accord. Voilà. Euh, donc voilà le petit teaser pour montrer l'ambiance. Donc on a vu les différents participants, on a vu leur arrivée au château, quelques phrases cultes du jeu dites par Claudia, la fameuse table ronde. Donc là je suis sur cette image-là, la table ronde, l'endroit où ils décident qui ils bannissent, en espérant choper un traître. Voilà. Du coup, ce que je te propose là, c'est qu'on fasse un petit tour des différentes épreuves. Mhm. Et dans les épreuves, ce qu'on a aimé, ce qu'on a trouvé difficile, ou waouh, ils ont osé faire telle épreuve. Donc Je vais je te te laisser laisse. guider les Ah, épreuves, c'est pas vraiment mon truc. ouais. Du coup, je vais suivre. Parce que du coup, je pense pas que j'ai des avis très prononcés dessus. Alors, moi, Mais je les ai sous les yeux. moi, je me souviens bien. Alors, la toute première épreuve qu'ils font, c'est celle où ils arrivent au cimetière avec leur tombe et ils doivent creuser pour éventuellement trouver un bouclier.
bon, le truc qui m'a plu, bon, j'ai trouvé que la scène était un petit peu longue. Ils auraient pu couper un peu. Euh, j'ai trouvé très touchant que Nick Mohammed aide Célia à trouver un bouclier. Moi, j'ai trouvé très touchant que Célia, du coup, ait des doutes sur lui parce qu'elle trouve bizarre que quelqu'un fasse ça, alors qu'à ce stade, il n'y a pas encore de traîtres qui ont été C'est ça, déterminés. c'est ça. Et elle a quand Alors, même des doutes. voilà, c'est vrai, tu te dis, mais enfin, madame, Et il du a coup, fait ça. c'est là qu'on voit la différence avec des gens qui joueraient vraiment le jeu. Ils sont là pour improviser et pour le plaisir de l'interaction. Mm. Mais en Peut-être tout pas pour leur cas, plaisir à eux, mais ils sont conscients que le plaisir qu'il y a pour le public, c'est ça. et on voyait bien que Nick Mohammed a fait ça parce qu'il voulait aider et pas sans calcul, sans rien, se dire non mais attends, je vais pas laisser. Euh, bah, elle est quand même assez vieille, c'est pas forcément la plus vieille du cast, mais elle est quand même assez vieille. Il s'est dit Je je vais pas la laisser faire écoute, quoi. je l'avais par ordre chronologique. C'est de 5 ans la plus vieille du cast, la doyenne du cast, Mm. on dit, pardon. Donc voilà, il s'est dit bah je vais pas. Enfin voyons, c'est pas super. Euh, voilà, j'ai trouvé ça ce passage très mignon. Euh, Après on a le cheval de Troie. Mhm. euh, Où il y a l'incident, l'incident qui les oblige à céder un bouclier. Les boucliers protègent les personnes d'un assassinat par les traîtres pour une nuit. Donc quand tu récupères un bouclier, tu es content de l'avoir et de le garder, et ça viendrait très peu à l'idée des gens de s'en séparer. Sauf que qu'est-ce qui se passe là? Charlotte, la chanteuse, sans... Elle réfléchit pas, elle sacrifie direct son bouclier. Et alors, sur le coup, tout le monde est très content parce qu'ils avancent. Mais après coup, donc quand on a les interviews individuelles, il y en a quelques-uns qui se posent des questions. Euh, est-ce qu'elle s'en fichait d'avoir un bouclier parce que c'est une traîtresse, et du coup, elle en avait pas besoin. Moi, ce que j'ai vu, c'est une activiste. Ce qu'elle veut, c'est avancer pour avoir de l'argent pour les charités. J'ai juste vu ça. Oui, oui, elle n'a pas réfléchi. Enfin, c'est facile à dire de l'extérieur quand on voit le montage qui en plus favorise ça. Mais ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui fait ah bah c'est la seule solution pour gagner le jeu. Voilà, je Je fais suis ça. là, j'y Voilà. vais. Mm. J'y vais. Ouais, c'est ça. Euh, je regarde juste vite fait les jeux qui étaient intéressants. J'ai trouvé le, le jeu où ils sont dans les cercueils, c'était trop long. Enfin, je Le trouvais ça jeu où trop ils sont dans long. les cercueils, c'est la. Pour savoir qui a été C'est pas vrai. assassiné. Oui, c'est pas vraiment un jeu. C'est la révélation de qui a été assassiné. Ouais, mais j'ai trouvé C'est ça. pas vraiment une épreuve ou un jeu. Oui. Bah, ils gagnaient quand même de l'argent, donc Mm. s'ils trouvaient qui devait être mis dans Ouais. les Mais cercueils. ouais, c'est ça. Du coup, il y avait deux choses qui se croisaient. Le fait d'avoir à faire monter les gains pour la finale et le fait de révéler qui a été assassiné la nuit d'avant, parce qu'ils décident qui ils vont assassiner. Mais effectivement, enfin, dans ce cas-là, c'était montré même. Mm. Mais c'est pas révélé tout de suite. En général, c'est révélé le matin quand la personne n'arrive pas. Là, c'est révélé dans une épreuve. Du coup, ça fait beaucoup d'informations à transmettre, beaucoup de choses à mettre au montage. Et c'est effectivement pas forcément le moment c'est pas forcément les 5 minutes où le montage est le plus brillant. Ouais. Dans un ensemble de 9 heures où le montage est raisonnablement brillant. Mm. Le lendemain, ce qu'ils ont fait là dans la... Ils sont quasiment tous enchaînés à... dans une petite baraque, et ils ont... Alors là, j'ai trouvé qu'au niveau de la prod, ils sont allés loin. Je sais pas si tu te souviens, il y a de l'eau qui se met à couler et à inonder Mhm. la cabane et tout ça. Ils sont enfermés dans une cabane, les uns après les autres, ils arrivent à se libérer en faisant des choses dehors. Ceux qui sont libérés font des choses dehors, Pour récupérer des clés, qui ouais. permettent d'en libérer d'autres, mais qui déclenchent de nouveaux trucs négatifs dans la baraque.
Du coup, c'est le genre de jeu qu'enfant, on aimerait bien tous faire dans une cour de récré, mais qui demande en fait, je pense, une vingtaine de personnes et quelques dizaines de milliers de livres et des gens compétents pour être réalisé. Mm, mm. Oui, Sans oui. parler de le filmer correctement en plus. Mais enfin, ça avait un côté assez amusant. Euh, et on reviendra dessus parce que j'ai mis une petite image de côté de Ah, celui-là. d'accord. Euh, Mais c'est vraiment un des plus fun en termes de réalisation d'une épreuve et d'un jeu qu'on a tous dans la tête et qu'on n'a jamais vu ailleurs, quoi. mm. Mm. Alors après, c'est avec. Ils sont séparés en 2 équipes avec. Et c'est là les aussi qu'il y a champs un des d'acteurs. rares P de la télévision. Oui, c'est pour ça on en parle. Voilà, ok. Parce qu'il y a tout un sketch de George Carlin qui explique que parmi toutes les choses qui sont vulgaires, il y a beaucoup de choses dont on parle malgré tout d'une manière ou d'une autre, sauf l'épée. Mm. Après, donc c'était avec les Banshees et leurs cris. Ça a dû être assez fastidieux pour les participants. À Ça demandait crier vraiment un au-dessus mélange du de puits et compétences tout. et de performance. Du coup, Mm. c'était un jeu intéressant. Mm. Et Mais assez voilà. exclusif, par contre, du coup. Oui, alors, comme pour le cheval de Troie, je trouve qu'ils se sont bien organisés au Mm. niveau de la façon de faire les groupes et qui fait quoi. Oui, oui. Donc ils ont essayé d'avoir quelqu'un qui a des connaissances en chant dans les 2 équipes. Mm. Et ils ont presque fait un sans faute. Et j'ai beaucoup aimé la tête de Claudia. Donc je leur précise, Claudia c'est la présentatrice. Quand elle voit Stephen Fry plonger sa tête dans l'eau pour entendre le chant de la Banshee qu'ils doivent retrouver dans des médaillons. Et elle est mi-amusée, mi-choquée de se dire je vais tuer Stephen Fry, il va attraper la mort et je vais être responsable. Euh, Sachant qu'elle est son rôle, son personnage de présentatrice, c'est d'être cynique et pince sans rire. Elle joue un peu le méchant de film d'horreur si ça avait été un film d'horreur. C'est un des rares moments où il y a peut-être un peu de sincérité qui passe à travers et où elle se dit vraiment, c'est peut-être un peu ridicule d'envoyer ces vieilles personnes oui, se plonger la tête dans l'eau. elle les encourage très souvent quand même. Mm. Euh, Oui, dans les jeux, elle les encourage. Par contre, dans les interactions officielles où oui, elle à présente la les table choses, ronde, où elle ouais. leur dit ce qu'il faut faire, elle est là pour être pince sans rire et un peu cynique. Ah, ça y est, je viens de remettre ce que c'est le 5. Oui, bon, le 5, c'était pas exceptionnel. Alors, oui, le jeu d'échecs géant. Alors là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Donc pareil, ils sont 2 équipes. Et il y a Nick Mohamed qui décide de tricher. Pas de tricher, mais de de... biaiser le Comment on dit en résultat. français? De throw the game. Enfin, il fait exprès de perdre, quoi. Voilà. C'est une façon de tricher. Enfin voilà, il décide de faire perdre son équipe. Ça fait partie de sa tactique pour déterminer qui sont les traîtres. Et ça, c'était quelque chose d'assez assez intéressant à voir. Surtout après, quand il le révèle à tout le monde, les réactions sont assez intéressantes. Ah bah d'accord, je me souvenais pas que c'était le pont, c'était juste après. Alors les ponts à la Indiana Jones là, j'en ai déjà fait un. C'était Euh, juste après, mais c'était une semaine... Ah ouais, du coup, ouais, non, vous l'avez vu à la suite. Pour moi, c'était une semaine après. Comme ça passe mm, 2 épisodes par semaine, c'était l'épisode d'après, mais il s'est passé 6 jours. donc c'est une épreuve où une personne doit traverser un pont instable sans... Un pont de corde. Pas... Bah, pas tellement un pont de corde parce que t'as Oui, pas mais c'est pour que les de... gens comprennent, D'accord. on appelle ça un pont de corde, c'est pas un pont sur la route. Oui, oui, oui. Voilà.
Et il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de corde pour s'accrocher du tout. Alors, j'ai déjà fait un truc comme ça, mais j'avais des cordes pour m'accrocher. Et les, les différents morceaux de bois n'étaient pas liés entre eux. Donc, si tu écartais trop les jambes, tu faisais le grand écart. Ouais. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais Dyspraxie, alors, je ne peux pas faire ça dans une salle de rééducation. J'imagine que ce serait sur sur un pont avec 3 mètres en dessous. j'ai fait ça une fois. Je ne le referai jamais. C'était un team building dans mon ancienne boîte quand on est arrivé. Et donc, je me suis beaucoup reconnue dans les gens qui traversaient et qui criaient tout le temps. Oui, je comprends. Donc, j'essayais de traverser. Donc, je voulais juste prendre mon temps. Et un des photographes de l'entreprise passait dessous. Alors, il prenait pas part aux activités, lui. Non, il faisait des photos. Et il commence à me parler. Je lui ai hurlé dessus. Donc, je lui ai dit, pas maintenant. Oh, bah c'est bon, ça va, j'ai essayé d'être gentille. Non, pas maintenant, laisse-moi tranquille. Donc, j'ai très bien compris. Je vois très bien ce qu'ils ont ressenti à traverser comme ça, et sachant que moi, je pouvais m'accrocher. Voilà, donc là, je pense qu'il y en a, parmi ceux qui restaient, il y en a beaucoup qui ont profité d'essayer un truc qu'ils n'auraient jamais forcément fait d'eux-mêmes, tout seuls, quoi. C'était vraiment l'occasion, et peut-être que comme moi, jamais ils le referont si ils peuvent choisir de ne pas le refaire. Mais ouais, pour certains, c'était intense la traversée. Celui d'après, ah oui, c'était la traversée de la pièce avec les lasers partout. Donc la séquence Cass, Ocean's Eleven, Mission Impossible. Oui, c'est ça, exactement. C'était sympa. Ils sont tous Ça ressemblait aidés. un peu à un cliché quand ils l'ont annoncé. Et bah, comme souvent au final, parce que le jeu n'est pas très intéressant en lui-même, mais comme souvent au final, la qualité de l'interaction entre les gens rend le truc assez fun à regarder. Oui, c'est ça. C'était le fait qu'ils cèdent, qu'il y en a qui essayent, qui ratent, d'autres qui y arrivent, qui C'était donnent des aussi conseils. clairement la mission, avec la toute première, qui était physique, la mission la plus interville. C'était vraiment ce qui faisait le plus jeu télé. Et la toute dernière, c'est celle avec le train. Donc c'est un genre d'escape game en fait, où les participants devaient trouver des clés pour ouvrir des coffres dans lesquels il y aurait de l'argent pour les charités. Et ils sont payés le plaisir de faire une petite explosion à la fin. Je pense que les artificiers étaient contents. C'est là où la différence de budget a un impact sur ce qu'on peut proposer. Parce que ça n'apporte rien au jeu, mais c'est tellement de détails à ajouter, ce genre de choses qui sont permises par le budget. Ouais. Et puis bon, c'est pas souvent que des comiques, une chanteuse et tout pourront courir devant une explosion au ralenti. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est pareil, c'est un petit peu, un peu la seule occasion que certains auront dans leur carrière de faire ça. Et du coup, ils en ont tous profité à fond, je pense. Donc, toi, est-ce que tu as un jeu qui t'a préféré Non, comme je disais, je suis pas très... C'est vraiment ni le jeu dans son ensemble, ni les jeux dans chaque épisode pour débloquer de l'argent. C'est pas vraiment mon goût. C'est vraiment, comme dans Taskmaster, l'interaction avec les personnages, entre les personnages. Je dis personnages. Oui. Entre les gens qui jouent leurs propres personnages. Évidemment, c'est pas réellement eux. Ils sont conscients de ce qu'ils font et c'est leur métier. Donc, c'est un peu... c'est de l'autofiction, quoi. C'est vraiment ces interactions et le côté... C'est l'improvisation qui m'intéresse. Comme quand j'écoute un podcast, c'est humoristique, évidemment, c'est l'improvisation qui m'intéresse. Comme dans Taskmaster, moi, je suis pas un spectateur qui a envie de refaire les tâches. Oh là, non. J'ai pas envie de les faire, je pas. me demande pas comment je les aurais gagnés. Ce qui m'intéresse, c'est de voir
ce que les gens improvisent. Du coup, j'ai pas vraiment mémorisé quoi que ce soit dans ces tâches, vraiment, à part des moments de réaction des gens, genre Joe Marler, qui est la personne physique qui, tout d'un coup, a du mal sur la question de l'équilibre sur le pont de corde, qui est un moment marquant. Ah, il a pas tant galéré que ça, je l'ai Il n'a pas trouvé. tant galéré, mais il y est Il allé en appréhendait. confiance et il s'est souvenu au moment de mettre les pieds dessus qu'il pesait 120 kilos et qu'il avait pas vraiment le point d'équilibre le mieux placé possible pour ça, quoi. Ouais, mais il y allait, enfin pour moi, il y allait en conscience et il s'en est super bien Oui, parce que par tiré. ailleurs, il a fait ce qu'il fallait faire. Justement, je disais, j'ai fait de la rééducation et il a fait des trucs que savent faire des gens qui font énormément de sport à un très Mm, haut niveau pour garder leur équilibre. Mais il y a ce petit moment de panique oui. qui m'a beaucoup marqué. Sinon, non, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle du P? J'ai beaucoup aimé, comme je disais, la salle où ils sont enfermés parce que c'est un jeu Faut que qu'on je avait dans la retrouve tête où dans les cours est-ce de récré. qu'il est. Et le fait de le voir réalisé comme ça, c'est soit ce qu'on pense faire dans les cours de récré, soit l'accomplissement total d'un film d'horreur à l'assaut. Les gens qui sont enfermés dans une maison, ils peuvent se libérer les uns après les autres, mais tout ce qu'ils font pour se libérer fait encore plus souffrir ceux qui sont encore Ah, c'est là. enfermés. Voilà, C'est vraiment un concept de film d'horreur. c'est là. Euh, alors, il faut. Je pense que c'est la présentation que j'ai préférée. Euh, Bienvenue dans la pire expérience de team building. Mm. Voilà, ça c'était vraiment quand elle a dit ça, j'ai explosé de rire. C'était vraiment super. Et alors là, il se passe un truc incroyable. Il y a quelqu'un qui pète. Et donc Claudia sort de son script. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et Célia n'a aucun problème à dire c'est moi, j'ai pété. Voilà. Et du coup, tout le monde éclate de rire. Si Et quelqu'un doit Claudia, péter, autant que ce soit la personne que tout le monde respecte. oui, personne n'a rien osé lui dire, voilà, c'est ça. Mais bon, ça arrive. Hein. Et donc voilà, tout le monde s'est mis à rigoler. Ça détend l'atmosphère avant. Je pense que c'était quand même un peu stressant pour ceux qui étaient à l'intérieur, qui ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur, puisqu'ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait en attendant d'être Mm. libérés. Mais oui, c'est aussi amusant qu'ils aient gardé ça dans le Ah non, montage. évidemment. Alors, c'est précisé, elle a donné son accord, ils lui ont demandé Ah oui, si elle avait d'accord. voulu. Il l'aurait coupé si elle avait voulu. Ça a été Hmm, précisé après. Mais je savais pas. évidemment qu'ils l'ont gardé, supposant qu'elle donne son accord. C'est la télé parfaite. C'est justement ce genre d'émission est faite pour créer ce genre de moment. Alors pas spécialement le côté un Les peu flatulences. haha, rire enfantin d'un Oui. P, mais ce genre de moment complètement inattendu, complètement unique et complètement oh, mon Dieu, c'est arrivé. C'est le water cooler moment, c'est le truc dont on parle au boulot le lendemain avec les Hmm. collègues. Rappelons-nous que c'est une émission qui est regardée par euh, c'est quoi 13 millions, on n'a pas encore les chiffres des derniers, mais 13 millions sur... Il y a combien de Britanniques Je sais pas. Mais enfin, Voilà. ils ont fait des très gros scores, oui. Tu m'avais pas dit qu'ils avaient fait 20% de l'audience. Non, c'est 20%. 20% du temps de minutes regardées sur tous les services de la BBC est consacré à ça, sachant qu'ils ont plusieurs podcasts, d'autres Hmm. émissions secondaires et tout. C'est rien, Loulou, c'est un bruit Et dehors. je C'est ne sais rien. plus si c'est 20%, c'est un chiffre énorme dans ce genre-là. C'est Hmm. peut-être 15, c'est peut-être 25. Je vais vraiment regarder combien il y a de gens au Royaume-Uni. C'est autant qu'en France, non? Un peu plus peut-être 70 millions. Voilà. Et donc, t'as dit 13. On est sur 13 millions. On est à 18% de la population du pays. Regarde ça. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent au boulot le lendemain. Mais oui, c'est sûr. Oh s'il y avait une telle émission en Et, France, oui, c'est sûr, j'en parlerai le lendemain. c'est les chiffres BBC plus 7 qui étaient à 13 millions pour, je crois, les épisodes 3 et 4. Mhm. Sachant que BBC, après, tu as plus 24, tu as les gens qui piratent. Enfin, voilà. Oui. Évidemment, ça monte encore un peu plus si on prend d'autres données. Mm. Donc du coup, tu parlais donc de cet événement-là dans les jeux. Tu voulais en dire quelque chose de particulier dessus?
Non, que c'était justement un grand moment de télé parce que c'est inattendu, c'est parfait, c'est capturé parce que les conditions sont là pour créer des trucs rigolos et inattendus et que c'est vraiment le moment qui capture pourquoi l'émission est fun, quoi. Mm. Euh, allez, on pourrait se pencher un petit peu sur ce qu'on a pensé des tactiques euh, Dans les jeux, des participants de façon générale sur non non pas spécialement pour les jeux euh, sur le big game, c'est-à-dire éliminer les traîtres. Euh, donc tu en as parlé un tout petit peu quand on a présenté le show. Donc quand on parlait de la différence entre des joueurs inconnus et des célébrités. Tu disais, bah, le problème, c'est qu'ils oublient régulièrement qu'ils sont dans un jeu où ils doivent éliminer d'autres personnes. Euh, et donc, ils passent plus de temps à parler entre eux de trucs perso. bah, Ils pas le vraiment disent parler de eux-mêmes, hein. trucs perso, mais en tout cas à se traiter avec respect et du coup à ne pas avoir la stratégie optimale. Sachant que le fait que déjà dans ce genre de jeu, le fait qu'il y ait une stratégie optimale est hautement débattable. Oui, mais moi Mais ils arrivent à en avoir une particulièrement mauvaise en tout cas. j'ai été. Alors, ce qui m'a le plus choqué dans leur tactique, c'est t'as quelqu'un qui va dire, oh, je suis sûr que c'est un tel. Je suis sûr que c'est un tel. Et à la table ronde, après, ils votent pour une autre personne. Oui. Et tu fais, mais Ils oublient, pourquoi? ils changent d'avis. Parce que Mais pourquoi? de manière détachée de ça et analytique, parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils font et sur la performance, beaucoup plus que des gens qui sont là que pour jouer au jeu. Eux, ils sont en train de travailler, ils sont dans leur performance d'acteurs, de performeurs. Ça demande énormément de concentration, comme ce qu'on est nous deux en train de faire ou ce qu'on fait Mhm. quand on est sur Twitch. Et du coup, bah, penser à un truc secondaire que tu es censé garder à l'arrière de ta tête, ça devient très très dur. Et ton cerveau va, c'est comme passer une porte, ton cerveau se remet à zéro. Tu changes d'étape dans ta journée de travail, ton cerveau se remet à zéro et tu gardes pas vraiment ce genre d'informations en tête. À part si vraiment t'y tiens. Mais si tu es là pour faire ton job et pas pour gagner le jeu, t'oublies ça. Tu l'as pensé sincèrement, mais tu penses aussi sincèrement à une autre personne, parce qu'il y a plusieurs théories possibles, et Oui, du coup, tu restes pas sur une seule théorie. Je, Si j'analyse, je pense que c'est une dynamique de ce genre-là. Après, il y a peut-être que je me trompe et que c'est juste qu'ils s'en foutent complètement et que du coup, ils n'arrêtent pas de changer d'avis. Mais je pense que c'est un poil plus complexe que ça quand même. ouais, je pense que ils essaient, enfin, c'est mon avis, hein, de profiter des moments où ils étaient tranquilles, en train de prendre le thé ou de boire un coup, ou de grignoter des trucs, pour se relaxer, quoi. Pour Mm. profiter aussi du superbe endroit qu'est le château. Euh, Franchement, euh, ils, le décor est vraiment sympa. Niveau repas, boissons et tout, ils ont été chouchoutés. Je Alors, pense que ça a dû heureusement leur qu'ils fait sont du bien. chouchoutés. Par ailleurs, ils sont vraiment réellement isolés. Et ils sont ramenés, ils dorment pas dans le château, ils sont Non, ramenés dans une chambre, ils sont isolés les uns des autres le soir. Ils sont aussi coupés du monde. On les laisse oui, pas communiquer avec d'autres gens et ainsi de mm, suite. Donc, c'est une version 5 étoiles d'une semaine de vacances d'un oui, côté, mais c'est aussi, ils sont vraiment, les conditions sont faites pour qu'on ne les laisse pas faire autre chose, on ne les laisse pas penser à autre chose qu'au jeu. oui. Donc, c'est un peu épuisant mentalement et ça rend un peu parano. Il y en a Et plusieurs qui le décrivent comme ça. Donc c'est pas pour rien qu'on les traite bien et qu'on les oui, chouchoute. oui, non, mais enfin, faut en profiter. Ouais. Et du coup, tu me fais penser à quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a agréablement surprise. Quand tu vois les crédits qui défilent à la fin de chaque épisode, il y a une ligne pour un psychologue, un ou une Mm. psychologue, je sais plus le nom. Et j'ai fait, ils ont ça, c'est super. Ah bah de nos jours, ouais. C'est de toute C'est façon, vraiment chaque fois que j'en super. ai pas entendu parler pour The Traitors, mais chaque fois que j'en entends parler dans le contexte de la production de ce genre d'émission, depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, ça fait partie des ressources humaines de ce genre de production. Le suivi psychologique. Il y a
c'est public parce que c'est dans un de ses spectacles. Il y a une histoire de James Acaster et de son burn-out hyper violent pendant le tournage de Bake Off, qui lui nécessite d'appeler la hotline suicide le soir même, quoi. C'est des trucs D'accord. qui arrivent, y compris aux gens célèbres qui passent à la télé et dont c'est le métier, quoi. J'ai envie. Ouais. Oui, parce que c'est des gens qui ont des troubles aussi comme nous, quoi. Voilà, mettons Et... des gens qui ont statistiquement plus de troubles que la population à faire des trucs où Mm. leur Sous pression. mental est en avant et ils sont mis sous pression pendant un Sous temps extrêmement pression, intense. filmés tout le temps. Mm. Et ils doivent jouer un jeu en même temps. C'est difficile. Mm. Donc c'est bien. Par contre, mettez peut-être plus de psy. Un seul, c'est peut-être pas assez. Non, je sais C'est pas. dur à dire parce Je qu'ils sais pas. ont tout un suivi. Oui. Faudrait qu'il y ait la personne qui en a eu besoin qui en parle un jour. Je pense qu'il y a plus besoin de psy quand même en moyenne dans l'émission Avec des inconnus. classique où il y a des gens qui sont confrontés à un monde qu'ils connaissent pas de la télé, que là où il y a des gens dont la majorité se connaissent et sont bienveillants les uns avec les autres et où il n'y a pas trop d'enjeux, que pour les gens qui se connaissent pas et pour qui il y a beaucoup d'enjeux. Donc un psy pour 20 personnes, ça semble quand même assez raisonnable. Je veux dire, quand j'étais au taf dans une boîte de 100 personnes, il n'y avait pas un psy. Donc bon. Oui, bah. Il y a plus de monde dans ma boîte et il n'y a pas de psy. D'ailleurs, il y a un psy, je pense que c'est les crédits, vu la manière dont sont construits des crédits de manière générale, ça doit être le psy de la production, c'est pas un psy pour ces 19-là, je pense que c'est un psy pour tous les RH de tout le tournage. Peut-être, oui. A priori, je sais pas, je peux pas dire parce qu'il peut y avoir une variation sur comment on fait les crédits d'une émission par rapport à une autre. Oui, A priori, regardé, si tu as un psy dans les crédits d'une émission, c'est le psy. Comme le trésorier. C'est le psy de la production. C'est pas spécialement pour les personnes qui sont à l'écran. Bon, alors, s'il n'y en a pas, il en faut un. Et s'il y en a un, c'est très bien, il faut continuer. Voilà. Notamment, je pense que Marc, l'acteur, là, il n'était pas bien. Il se sentait pas bien. Ouais, c'est dur à dire. Parce qu'il y a des moments où il s'amuse beaucoup, mais oui, il y a un moment ou deux où tellement. Il a l'air d'être à fond dans le jeu. Après, c'est dur à dire. Est-ce que c'est le genre de personne... Parce qu'on a connu des gens qui sont à fond dans le jeu et qui sont capables de faire la transition après. Et on a aussi connu des gens qui étaient à fond dans le jeu et qui s'engueulaient vraiment avec d'autres gens. Donc, on ne sait jamais. Alors, moi, je vais parler d'un truc qui m'a surprise et un peu choquée. On parlait de Tom, le nageur, tout à l'heure. Alors déjà, on peut parler de cet immense décolleté. Ils en parlent beaucoup. Mais je me suis dit, mais attends, alors, les autres, ils sont tous habillés de pied en cap, ils ont des gros manteaux et tout, et il a pas peur d'attraper froid. Moi déjà, j'aurais peut-être dit au niveau de la prod, non mais attends, t'es sûr que t'as pas froid? Non, mais en même temps, c'est ça. Du coup, je l'ai entendu, ça devait être dans le podcast officiel de la BBC après, où de toute façon, il blaguait. C'est un nageur olympique, il n'a jamais été autant habillé au boulot. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, il détonnait avec... voilà, ça m'a surprise. Okay. Et alors, du coup, pour continuer sur Tom, après... il y a des petites scénettes où on voit 3 personnes qui sont susceptibles d'être assassinées par les traîtres. Et te souviens-tu de la scénette qui a été faite pour Tom? Alors non, du coup, j'ai pas du tout le contexte de ce que tu dis. Tu vois... Alors, je crois qu'il y avait... non, pas Charlotte. Enfin, il y avait 3 personnes. Les autres, ils étaient montrés en train de lire dans une pièce et tout ça. Et lui... il est filmé en train de prendre une douche. Ah. Et je me suis dit, d'accord, écoute, je ne l'ai pas remarqué. Mais est-ce que c'est normal de faire ça? On n'aurait pas fait ça avec une femme, c'est ça que je veux dire. Du coup... il y a la question de... D'accord, c'est un nageur et tout. C'est quelqu'un qui joue du côté sexy, ça fait partie de son image et de ce dont il joue. Donc la probabilité que ce soit fait avec son accord et voir une réflexion avec lui est immense. Et on peut laisser le bénéfice du doute à la production dans la mesure où par ailleurs le reste est fait avec soin et qu'il n'y a pas de sexualisation. Non, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Dans un autre contexte, ça aurait pu me gêner, je suis d'accord.
j'ai été très surprise parce que tous les autres sont en train de faire, enfin, je te dis, de la lecture ou en Mm. train de se mettre au lit ou des trucs comme ça. Mais et lui, le seul en train de prendre une douche. J'ai J'ai pas fait. l'image en tête, je pense que c'est pensé comme une blague sur il est dans l'eau. C'est le nageur, on le filme dans l'eau. Je pense que c'est pensé comme une blague et comme un contraste de ce genre-là. Je comprends tout à fait. Je Mais comprends tout à du fait. coup, est-ce que c'est ça ou Mais pas? sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre. Mm. Je comprends ce qu'il y a derrière, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je comprends aussi qu'il était certainement d'accord, peut-être que même lui l'a proposé, voilà, mais voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Mm. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a... Il y a rien d'autre qui m'a fait dire oula, enfin, je vais pas dire ils sont allés trop loin. Pas du tout. Non, de C'est toute façon, juste, les occasions qu'ils auraient de faire des trucs, je veux dire les gens qui jouent, hein, de faire des trucs qui pourraient être perçus bizarrement, sont pointés par les joueurs eux-mêmes, les joueuses eux-mêmes. Euh, Comme le meurtre. Donc le premier meurtre est un meurtre au grand jour, c'est-à-dire que Alan Carr doit euh, Oui, toucher quelqu'un, toucher le visage de quelqu'un pour dire que c'est eux qu'on assassine, et ils font le tour de table, les trois traîtres, on n'a pas dit qui c'était, je le dis maintenant. Donc Cat Burns qui est autiste, Alan Carr qui est très exubérant. exubérant, et Jonathan Ross qui est un homme de 60 ans. Et en plus de la génération que sont les hommes de 60 ans. Et Kat dit je suis autiste, je veux pas toucher quelqu'un. Et en plus, si je me forçais à le faire, tout le monde trouverait ça bizarre. Oui, Et Jonathan Ross dit il est hors de question que si je touche quelqu'un, c'est un coup de fil aux ressources humaines. oui, voilà. Voilà. Donc Donc, et il y a 2 ou 3 occurrences de ce type-là qui sont faites généralement par les hommes les plus âgés, qui ont traversé l'époque où ils voyaient des gens autour d'eux de leur âge et de leur qualité, avec les guillemets qu'on met à ce mot-là, faire des choses inacceptables, et qui sont très au courant aujourd'hui qu'il ne faut pas faire ces choses-là, et qu'il était sans doute d'ailleurs avant s'ils ont traversé cette période. oui, oui, tout à fait. Et tu parles du coup du premier meurtre, du premier assassinat. Tu vois, enfin, en tant que spectateur, tu vois très clairement que ça tombe sur Paloma parce que, enfin, c'est une question d'opportunité, parce que c'est Oui. quelqu'un dont il est proche et donc il peut se permettre de toucher. Le hasard fait qu'il se retrouve avec 2 femmes, donc ça allait être une des deux, mais purement par hasard, parce que c'est les seuls qui sont isolés à ce moment-là. Et des deux, il touche celle dont il peut toucher le visage sans que ce soit creepy. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et en Elle fait, meurt vraiment bêtement. et derrière, donc les autres, les, les, les fidèles se disent, mais pourquoi ils ont choisi cette personne? Et moi, j'arrêtais pas de dire à mon écran, mais c'était une question d'opportunité, il n'y a rien de Mais réfléchi derrière. ils ont, pour le Ils coup, peuvent pour pas leur le défense, savoir. ils n'ont aucun moyen de Il savoir n'y que avait c'est aucun une moyen de question savoir. d'opportunité. Voilà, c'est ça. Ils auraient pu passer plus de temps à essayer de trouver ce qui s'est passé. Ils auraient dû, d'ailleurs, s'ils jouaient le jeu très sérieusement, se demander quelle était la condition pour assassiner quelqu'un, puisque c'était Oui, toucher le visage, essayer de deviner s'il s'est passé quelque chose. Et franchement, c'était toucher le visage, qui n'est pas évident à deviner, et c'était en plus, ça s'est déroulé dans un cadre isolé. Ils n'auraient jamais trouvé. Ils auraient dû chercher, parce que c'était ce qui était logique à faire pour et, jouer le jeu, mais finalement, ils n'auraient jamais trouvé, donc ils ont bien fait de ne pas le faire. et ils ont cherché un petit peu pour le deuxième meurtre qui est commis devant tout le monde. Mm. Mais ils sont partis dans des directions complètement bizarres. Dans les hypothèses, il y avait ça dépend de ce que tu as mangé ou ce genre de choses-là. Mais ils sont pas, en tout cas dans le montage, on ne nous montre pas qu'ils ont beaucoup continué à chercher. Non, alors je pense que le montage a coupé et a gardé
faut retenir que le montage va garder les bêtises qu'on dit. Mm. Si on a une discussion de 10 minutes et qu'il y a quelqu'un qui dit un truc ridicule parce que ce qui lui sort de la tête à ce moment-là, ça va être 30 secondes dans la minute qui est consacrée par le Oui. montage. Et la pauvre Kate Garraway dit à un moment, est-ce que c'est les tomates séchées sur l'assiette qui ont servi à tuer quelqu'un? Et ils lui ressortent 6 mois après quand le montage final passe à la Oui. BBC et qu'ils font un podcast dessus, la pauvre. Mais C'est vrai. donc ils ont sans doute dit 2-3 trucs intelligents également. Mais au final, ils ont en tout cas pas approché de la réalité. C'est ce que ça aurait été montré au montage. Voilà, mais bon, en tout cas, dans la deuxième fois que ça se passe, on nous montre qu'ils essayent de chercher un petit peu, au moins, qu'est-ce qui a pu déterminer, enfin, qu'est-ce qui a servi pour assassiner, en fait. Euh, donc, ils ont un petit peu plus pour le coup, de tactique à ce moment-là, de toute façon, vu que c'est la fin. Pour le coup, celui-là était trouvable. C'est Alan Carr qui déclame une citation de Shakespeare et attends, c'était quoi le but? Il doit déclamer la citation de Shakespeare en qui est une citant le citation nom précise, de la personne en à la citant fin. le nom de la personne qui tue. Et non seulement il le fait, ce qui est déjà quelque chose qui est un poil bizarre, même si lui est capable de le sortir parce que son caractère le permet. Non seulement il le fait, mais il le fait d'une manière très très étrange. Oui. Donc ils auraient pu trouver. Mais c'est pas choquant qu'ils trouvent en pas, c'est même pas temps, ridicule, mais ils auraient non, pu. bien sûr. Mais en même temps, voilà, Alan Carr est tellement exubérant. Si tu le connais pas, comment... Enfin, c'est très difficile de savoir si c'est quelque chose de plus... Enfin, quelque chose de différent de ce qu'il ferait d'habitude. De ce que disent les gens qui le connaissent très bien, parce qu'il y en a dans l'émission, c'est quelqu'un il a présenté un talk show et tout, et du coup, il a croisé quand même beaucoup de monde, et c'est quelqu'un qui est très sociable dans l'intelligentsia londonienne. Ça m'étonne pas, Du coup, il y a des gens qui le connaissent. Il y a Paloma qui est réellement une de ses 2-3 meilleures amies, qui tue au début. C'est pas juste on est copains du boulot. Non, j'avais compris qu'ils étaient très amis. Ouais. Voilà, ils sont réellement très très amis depuis 20 ou 25 ans. Et donc, des gens qui le connaissent bien disent effectivement, non, il est vraiment comme ça. Et puis voilà, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je te propose un petit tour de gifs ou de choses comme ça que j'avais mises de côté. Alors, et ben voilà, on avait parlé de cette de ce pont de corde. Donc là, c'est le passage avec Kat. Donc elle se dit qu'elle va essayer, hein, parce que pourquoi pas. Et j'ai beaucoup été touchée par tout ce qu'elle se dit pour s'encourager. C'est bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Donc je vais mettre les petites captures là. En vert, ce qu'on voit, c'est la réaction de sa partenaire à ce moment-là, qui est Célia, qui doit l'encourager et la guider. Et d'ailleurs, c'est un moment, il y a des interactions d'âge régulièrement, intergénérationnelles régulièrement dans toute l'émission. C'est un des beaux moments de mentorat, de mentoring, oui. Comment est-ce qu'on dit? Il y a vraiment, ça a un côté mère-fille, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est un joli moment de Célia est réellement encourageante et le fait réellement avec une compétence de personne plus âgée à un moment où la personne plus jeune en a réellement besoin, et c'est très mignon. Et dans la façon dont elle criait, voilà, et cette phrase-là, je suis une adulte, je suis une adulte. Et j'ai vraiment beaucoup ri. Il y en a beaucoup qui ont dû se le répéter dans leur tête pendant tout le tournage quand même. Oui, mais enfin, c'est pas... comme on parlera bientôt de Taskmaster, ce qu'ils leur font faire là, c'est très très loin du ridicule des tâches de Taskmaster. Non, on les ridiculise pas. Oui. Ils sont pas, ça n'a rien de ridicule. C'est juste que là, elle essaye de se donner du courage en se disant, il faut pas que j'ai peur. Les adultes, ça n'a pas peur, peut-être. Mais voilà, enfin, je me suis sentie très proche d'elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, au tout début de l'émission, quand les participants et participantes arrivent, ils ont chacun un petit rendez-vous avec Claudia pour discuter ensemble de qu'est-ce que tu veux être, est-ce que tu veux trahir ou pas. Et donc il dit en rigolant oui, je veux être un traître. Claudia
se dit mais non, mais t'es vraiment sûr? Et il explique après, donc dans tout l'épisode, donc quand il est choisi, et il se dit je vais jamais survivre. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais, Alan, si t'étais un traître? Voilà. Je vais certainement beaucoup transpirer et beaucoup boire. Et en revoyant cet extrait-là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'effectivement, sur les premiers jours, on le voit qui transpire beaucoup. Sur le tout premier jour. Après, c'est parce qu'on le sait, qu'on le cherche et on pourrait le trouver chez d'autres gens, j'imagine. Non, Le et après, on premier le jour, voit c'est plus. vraiment il transpire. Cela dit, étant une personne qui transpire en stressant, je le Pareil. remarque, je le sais aussi. Après, moi, je transpire pas du visage, ça va. J'ai qu'à changer de chemise s'il y a besoin, ou remettre un coup de déo. J'ai jamais transpiré comme lui le fait, mais le côté un stress social crée de la transpiration, Ah oui. je peux connaître, oui. Alors, j'ai pas du tout de problème avec ça. C'est juste que Mm. j'ai l'impression qu'avec le temps, ça s'est un peu tassé. Il a un peu pris confiance. Et tu le vois... Alors, il y a aussi le Mais montage. le premier jour, ça mérite une incroyable. blague sur le prince Andrew. Enfin, il dégouline du visage. Oui. Il Oui, doit oui. être, et pour le coup, il doit être réellement. S'il y a quelqu'un à un moment qui a besoin d'un psy, il doit être. Ça veut dire qu'il a quand même un niveau de stress très élevé. C'est pas juste qu'il est mal à l'aise parce qu'il est, Ah oui, oui. parce qu'il est en train de jouer un rôle difficile dans le jeu. Oui, oui. Mais c'est ce que je dis, j'ai l'impression qu'après, ça s'arrange. Il se sent Après, un ça petit s'arrange, peu il mieux. s'éclate, il le Voilà. dit lui-même. Enfin, il prend un plaisir au meurtre qui est pas possible. Il y a des moments, enfin, on blaguait à un moment qu'il va finir par tuer d'autres gens. Enfin, et lui blaguait à la fin qu'il est emmerdé, il est un peu emmerdé. S'il y a un meurtre dans sa rue et que les flics arrivent Oui. chez lui, il va ricaner comme un méchant de film. Voilà, dans toute sa personnalité exubérante. Au tout début, voilà, il sait vraiment pas comment il va s'en sortir et au final, il a fait des choses qu'il pensait jamais pouvoir faire et Bah, c'est un arc narratif de série télé de 10 heures. T'imagines l'histoire qu'on peut écrire avec la personne qui, pour X raisons, t'imagines ton scénario après, hein, mais pour X raisons, ton arc narratif pour le personnage, c'est il doit tuer. Il commence par tuer sa meilleure amie. Et Mm, après, il prend plaisir à chaque meurtre un peu plus. ouais, C'est une saison de Dexter. mais en mieux. Voilà. Je nous ai mis un petit mème, enfin une petite BD que j'ai trouvé drôle. Donc quand les fidèles essayent de trouver qui sont les traîtres et quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, Mm. que tu fasses un truc ou tu ne le fasses pas, ça sera forcément suspect. Tout ce que tu fais sera retenu contre toi. Je pense que tu es un traître parce que tu suggères tout le temps des noms. Je pense que tu n'es pas un traître parce que tu ne suggères aucun nom. Nous devons changer de comportement pour pouvoir choper les traîtres. Et je pense que tu es un traître parce que tu as changé de comportement. Et c'est des choses qui sont vraiment passées. On a eu tous ces cas-là dans la saison. Et ils se le sont même dit entre eux à certaines tables rondes, il me semble, ou quand ils discutaient de ce qui Oui. s'était passé aux tables rondes. Attends, l'autre jour tu m'as nominé parce que je faisais pas tel truc, maintenant je le fais, tu me nomines parce que je le fais. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça à un moment, avec peut-être David. Et voilà, c'était... Et tu dis oui, en fait, il n'y a pas de consistance d'un vote à l'autre, parce que ils sont, je ne sais pas trop forcément pour quelle raison, mais complètement paumés. Parce que, comme je disais, je pense que ils pensent à d'autres choses, ils sont concentrés sur d'autres choses par professionnalisme, donc ça passe un peu au second plan, mais sachant que même quand c'est au premier plan, même moi qui n'aime pas les jeux sociaux, j'ai joué au Loup-Garou, à Mafia et à Secret Hitler, c'est très dur, voire objectivement impossible, parce que le jeu ne permet pas de donner des vraies solutions. Donc on sait tous qu'on va se planter. Donc, eux, ils se plantent encore plus parce qu'ils sont pas concentrés dessus autant que nous quand on joue, quoi. Oui, bah en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, toi, quand tu joues à ces jeux de société-là, tu
t'as pas quelqu'un qui vient te chercher pour te dire allez, viens, on va faire un jeu là-bas où tu vas devoir traverser un pont de corde. T'as pas ça Voilà. en plus entre deux qui Quand ils coupe jouent, ta journée. c'est 3 heures où tu es concentré dessus à 90%. Eux, c'est une semaine où ils sont obligés en même temps de faire. Imagine, toi, tu dois jouer à ça pendant que tu fais ton métier, quel que soit ton métier, Ouais, pendant une semaine, Mm. en ayant des gens qui te braquent des micros et des caméras sous le nez c'est et ça. qui te font faire d'autres choses. Mm. Non, mais voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai trouvé que cette petite BD euh, résumait bien ce qui pouvait se passer autour de la table ronde. D'ailleurs, il y a qu'à le voir, il y a un joueur qui le joue, enfin il y a deux, il y a un traître et un fidèle qui jouent réellement avec une connaissance du jeu, Oui, un goût des jeux de ce type-là et du coup avec un vrai gameplay réfléchi. Il y a Jonathan Ross dans Les Traîtres, ouais, qui admet lui-même qu'il n'est pas le meilleur traître. Du coup, alors il le dit dans le podcast oui, d'après émission de la dernière, le montage est à son avantage. Ça donne l'impression qu'il sait ce qu'il veut et qu'il prend des décisions. Il redit après, il y a plusieurs des meurtres qui sont intelligents, qui ont été choisis par les autres et pas par lui. Donc lui qui est celui qui réfléchit dans les traîtres, c'est pas forcément le meilleur traître. Et parmi les Faithful, c'est Nick Mohammed oui, qui est un grand amateur de jeu, un amateur de magie et de théorisation de ce genre de choses-là. Il a des très bonnes théories, il joue intelligemment, il fait aussi d'énormes erreurs. Quand il fait une très très bonne stratégie pour trouver un traître en trichant, comme tu le disais tout à l'heure, à oui, un jeu, juste après, quand une personne est, du fait de cette trahison, est accusée d'être traître, ce qui est le but de ce qu'il a fait, c'est de pousser les gens à s'accuser les uns les autres, sauf qu'il se sent mal à l'aise, et du coup, il dit ce qu'il a fait. Pour que oui, sa stratégie marche, il faut qu'elle reste secrète. Dès qu'il y a quelqu'un qui est accusé à cause de sa stratégie, il se sent mal à l'aise et pour voler à sa défense, il s'accuse lui-même. oui, oui, Donc, oui. il fait un truc très intelligent, mais consciemment, volontairement, il le contracte par un truc idiot. Et à la fin, il commet une énorme idiotie parce qu'il essaye d'être plus intelligent que le jeu et du coup il s'imagine des choses qui n'ont, il Oui, s'imagine des théories qui sont complètement farfelues oui, parce oui, qu'il va oui. trop loin dans la réflexion. Et du coup, voilà, les deux meilleurs joueurs sont clairement en échec face au jeu lui-même et pas face Enfin, aux oui, autres les joueurs. meilleurs, les plus connaisseurs. Enfin, les meilleurs. Ceux qui jouent le plus. Voilà. Mm. Ça, c'était au début du jeu. C'est une discussion entre Tom et Alan, où Tom dit à Alan, oui, elle a utilisé tel mot, mais qui parle comme ça de nos jours? Flabbergasted. Voilà. Ma mauvaise langue a du mal à le prononcer. Mais... Et c'est sûrement une traîtresse. Et donc Alan qui lui dit, mais non, hein. Tu peux pas accuser quelqu'un d'être un traître juste parce qu'il a un meilleur vocabulaire que toi. J'ai trouvé bah, cet extrait très drôle aussi. à la fois, Euh, Alan Carr et Joe Marler ont une quantité de one-liners et de pics, de oui, saillies en répartie assez phénoménale. oui, oui, oui. Voilà, en parlant de notre préféré, qui est frustré à chaque table ronde parce que personne n'écoute et que voilà, c'est Du début à la fin, c'est celui qui parle le plus en disant le plus de choses intelligentes, qui est un gentil et qui se comporte réellement comme un gentil oui, avec tout le monde, que ce soit dans la définition de ce qu'est un gentil dans le jeu et dans la définition de ce qu'est être gentil avec dans la d'autres vraie gens autour vie, de ouais. soi. Et jamais, 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 jamais il n'arrive à avoir la moindre influence, ou très très peu. Alors que, et Et il a raison du début à la fin. c'est le seul à avoir trouvé les trois traîtres. Mm. Donc justement, j'ai ce gif-là. Donc la première fois où enfin il vote pour celui qu'il suspecte depuis le début. Et à un entretien solo où il trouve les deux autres. Et il fait circuler cette information à la fin du jeu où ils sont plus très nombreux. Euh, et malheureusement, Nick
ne le suit pas et fait un truc trop bizarre. Ouais, Et ils ont une les font alliance et perdre. Nick Mohammed cherche qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bizarre, cherche une théorie en plus pour le plaisir de chercher une théorie en plus. Oui, Et il s'imagine que Joe, avec qui ça fait 2 épisodes qui sont je suis sûr que toi t'es aussi un faithful. Et tout d'un coup, il s'imagine que Joe, il est tellement. En fait, son truc, c'est j'ai tellement confiance en lui que ça doit être un traître. oui. Et c'est juste qu'il part sur ce genre de théorie-là. Il s'imagine que tout le monde joue au jeu comme un fou, donc à ce stade-là, les autres joueurs doivent être très très bons, donc ils doivent pas être ce qu'ils paraissent. Mais vraiment, il se monte la tête tout seul. Ouais. Je sais plus ce que j'ai après. Et Oui. il précise un petit truc aussi, c'est aussi parce que Joe, qui est très gentil, quand Kat est éliminée, parce qu'ils Oui. votent tous avec raison sur Kat, il dit à Kat qu'il est désolé pour elle, parce que elle est éliminée du jeu et que il joue au jeu, il est pas Mais il y il a n'est pas aussi. haineux contre les autres et du coup il est juste Et il y a aussi que. désolé parce qu'il est éliminé. Et Nick Mohammed prend aussi ça comme un entre traîtres, ils sont désolés l'un pour l'autre. Sachant que, en plus, je pense qu'il a pu dire aussi qu'il était désolé parce qu'ils avaient un pacte pour Oui. voter pour David. Oui, Et donc, il a pas il l'a respecté ce trahi pacte. elle en sachant qu'elle était traître. Ouais. Mais Donc voilà, là, c'est le fait d'être gentil dans les deux sens du terme, gentil comme personnage du jeu et gentil humainement avec tous les autres, qui fait qu'il est éliminé. là, le grand moment, le traître qui est éliminé. Ils ont tous eu très très peur. Alors par contre, je déteste sa veste. Mais c'est la couleur des traîtres, le vert. Ouais, mais C'est pour ça. en fait, alors j'aime le vert, mais j'aime pas ce vert. Ce vert, ça me fait penser au vert des fonds verts. Oui. Je le trouve horrible. Ouais. Et au vert du billard, moi plutôt, mais c'est le même. Voilà, c'est pas beau. J'ai un dernier truc. Ah oui, Moi, j'attends d'avoir l'âge de pouvoir porter des vestes comme ça. Hein. C'est mon fantasme dans la vie. c'est une des réactions que j'ai préférées. Donc, quand quelqu'un est éliminé du jeu, on lui donne un papier avec le nom des traîtres. Et donc, c'est Tameka, là, qui découvre que Kat fait partie des traîtres. Et j'adore son miaou. Miaou. Mais vous êtes vraiment sûr? Non, c'est n'importe quoi. J'avais vraiment adoré. Alors du coup, moi, je me suis demandé, parce qu'on voit, je crois qu'elle dit le miaou avant qu'on voit le nom et qu'on sache que c'est à ça qu'elle réagit. Est-ce que elle fait miaou, genre c'est sa manière d'exprimer l'émotion, ou est-ce que c'est une blague sur le nom de Kat? Ou est-ce que c'est les deux? Pour moi, c'est la blague sur le nom de Kat. D'accord. Voilà. J'ai fini sur mon petit tour là. Oui, pardon. Non, c'est juste pour te dire, j'ai pas d'autres images à montrer. Ah, d'accord. Euh, De toute façon, je pense qu'on a bien fait le tour. On Ouais, est monté jusqu'à la fin, naturellement. On a parlé de tout le monde, on a parlé des épreuves. Ouais. Et on a parlé 1h30. Attends, j'ai pas tout à fait fini. Attends, je il y a autre dégage chose? un vilain Pardon. bot. Hop. Voilà. Il est chez moi, non, celui-là. Bah, je sais pas, je l'ai banni aussi chez moi. Hop là, voilà, comme ça. Ah non, il était chez toi, je sais pas, je peux pas le bannir. Bref. On peut refaire un petit point. Enfin, on a déjà parlé un petit peu des joueurs et joueuses qu'on a aimés. Mais voilà, du coup, on peut refaire un petit point dessus. Mhm. Alors, parce que moi j'ai plutôt dit ceux dont j'étais proche, mais je pense que vraiment. Alors, j'ai beaucoup aimé Nick Mohammed. Parce que je suis contente qu'en dehors de son rôle de Ted Lasso, il est vraiment gentil. Et puis même en dehors de ça, Nick Mohammed, du coup, son stand-up est un personnage. Du coup, quand il a fait Taskmaster il y a 2 ans, Oui. l'an dernier même, c'était une des premières fois qu'il apparaissait jouant ni son personnage de stand-up, Mr. Swallow, ni un personnage de fiction. Et c'est du coup maintenant la 2e fois qu'on le voit comme ça. Et en tant que personne qui n'aime pas Mr. Swallow, j'apprécie beaucoup Nick Mohammed en tant que vraie personne, ou que l'autofiction de n'importe quel personnage public, hein, évidemment. Mais en tant que son personnage Voilà, ce public. qu'il montre, voilà. en tout cas, ça a l'air d'être une personne très gentille et agréable. Mais voilà, enfin, on l'a un petit peu teasé, hein, tous les deux, on est très très fans de Joe Marler. Alors, moi j'étais très contente quand j'ai vu le cast de voir l'autre Joe Wilkinson. Joe Wilkinson meurt trop tôt.
Voilà, c'est ça. Et ils Mais avaient créé un lien, les deux voilà. Joe, donc il y avait une très bonne dynamique, tous les deux, ils se parlaient vraiment, Quand vraiment on, bien, c'était sympa. quand on dit qu'il y a plein d'arcs narratifs Mm, mm. dignes d'une fiction bien écrite dans ce genre d'émission, il y a la bromance, la Jomance entre les deux Joe, il y a la mort d'un Joe pleuré par l'autre Joe. On peut dire des dizaines de sujets comme ça selon les personnages qu'on veut suivre, mais il se passe plein de choses qui sont développées comme ce serait développé dans une fiction, avec de l'évolution dans les personnages, des interactions qui changent, des moments de drame. Enfin, c'est vraiment très riche. Donc voilà. Donc oui, hein, moi je change pas d'avis, hein, moi c'est toujours Joe, mon Bah, personnage oui, préféré, pareil, moi mon personne j'ai. préférée. Il y a toujours un petit plaisir en plus pour l'amour que tu as pour la personne que tu découvres par rapport à l'amour confirmé pour les gens que tu connais Mm. déjà. Du coup, découvrir Joe Marler, j'ai jamais suivi le rugby, donc évidemment, je ne le connaissais pas. Il a de multiples qualités. Il a le côté un poil neurodivergent, je peux m'y identifier. Il a le côté, il est en minorité en tant que sportif, pas forcément considéré comme très intelligent, pas que qui que ce soit méprisant, mais il est habitué à être dans cette situation un poil désavantagé, et il le montre avec son Oui, sens de l'humour très pince sans rire, on n'attend pas de lui qui qu'il joue fasse des beaucoup de ça. réflexions, des choses Voilà. comme ça, quoi. Il joue bien le jeu du début à la fin. Il est absolument un archétype de bienveillance absolument parfait. Sachant que c'est marrant, dans sa carrière sportive, il est connu pour avoir eu des éclats un peu violents sur le terrain, Ah et il oui? est connu pour avoir mis en avant ses problèmes de santé mentale, et je pense que les deux vont ensemble, et qu'il y a Mm. énormément de travail de thérapie ou d'autothérapie chez cette personne. Et du coup, j'apprécie beaucoup Moi, ça parce que je le voilà, reconnais. je l'aime encore plus maintenant que tu me dis ça. Voilà. Ah, voilà, Oui. C'est clairement quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la fois à son rapport aux autres et au rapport des autres avec lui, et ça Mm. enrichit son sens de l'humour, son intelligence émotionnelle et tout ça. Euh, Comment tu euh, résumerais cette saison? Hmm. Moi, je dirais, c'est pour être un bon traître, c'est mieux d'être flamboyant plutôt que discret. Oui, je sais pas si je serais capable de résumer aussi bien. Euh, mais je résumerai ça en tout cas aux deux personnages mis face à face que sont Joe Marler et Alan Carr. On croit pendant toute la saison que c'est une opposition entre Joe Marler et Jonathan Ross, et en fait le switch c'est que c'est entre Joe Marler et Alan Carr, et vraiment, mais moi je résumerai ça sur c'est une des meilleures fictions en 9 épisodes que j'ai vues cette année, cette décennie. Et on est dans le top 5, on est dans le top 1 de l'année, dans le top 5 de la décennie, et on n'est pas loin dans le millénaire. Ah ouais. Comprenant les fictions avec. Mm. Oui, parce que la quantité d'histoires qui interagissent les unes avec les autres, et la qualité du montage pour nous les montrer est vraiment brillante. Et que je suis sensible à l'humour, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, et qu'il n'y a pas beaucoup on n'a plus beaucoup de comédie à la télé, dans les fictions. Ouais, Il j'ai y a plus très la peu de télé, sitcoms, les donc sitcoms sont en général assez vulgaires, c'est pas mon genre, et il reste ouais. pas grand chose. De toute façon, moi, je regarde quasiment que des... Enfin, je regarde très peu de choses françaises, donc forcément... Ah non, je parlais de fiction anglo-saxonne, je n'ai pas Ah. regardé de choses françaises depuis, je sais pas, depuis quoi, depuis Engrenage. Mm. On va conclure sur une question toute bête. Je pense que je connais déjà la réponse. Ta réponse. Est-ce qu'on regardera la saison 2 s'il y a un Celebrity Traitors 2? Et Oui. oui, il y aura, et oui, je regarderai. Oui, 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 évidemment, j'ai hâte évidemment qu'il y aura. d'avoir le On fait pas, casting. on fait pas l'émission qui a le plus de succès dans l'année, dans la nation, pour se dire ah non, je ne la referai pas l'année prochaine. Évidemment, c'est Merci, comme les gens qui Billy. se demandent parce que Claudia Winkleman a quitté avec sa coprésentatrice Strictly Come Dancing, qu'elles animaient D'accord. depuis respectivement 20 ans et 12 ans, un truc comme ça. Donc c'était juste question
il était temps qu'elle passe à autre chose. Salut Bini, on est en Salut train de, Bini, de on est en train de conclure. conclure. Et du coup, c'était elles partent. C'est pas, il n'y a pas de, il y a pas d'histoire de tabloïd ou de quoi que ce soit. C'est juste elle quitte l'émission. Et du coup, il y a des gens qui se posent la question est-ce que ça va être la fin de Strictly? Et tout le monde, tous les gens qui sont professionnels dans le truc. Genre, Strictly, c'est historiquement la plus grosse émission Oui. de la BBC et de toute la télé anglaise. Ça n'a été battu que par une autre émission de la même présentatrice. Bah, évidemment qu'il va y avoir d'autres émissions. Il va falloir au moins 5 ans de diminution et que l'émission se casse la gueule avant qu'ils arrêtent de la produire. Elle pourrait arriver à 10% de son audience actuelle et être encore utile, cette émission. Donc la même chose pour Celebrity Traitors. Évidemment, après un tel succès, il y a 5 autres saisons qui sont garanties là. Bah écoute, moi j'espère. À moins d'un scandale monumental dans le tournage d'une émission ou un truc comme ça, oui. Évidemment. C'est ce qui met fin à ce genre de truc. En général, il faut qu'il y ait on découvre qu'on a un Jimmy Savile au milieu du casting ou un truc comme ça, quoi. Encore pas toujours. Pas toujours, mais parce que ces dernières années, ce qui a mis fin à des gros trucs, en général, c'est il y avait un mec à la présentation et le mec à la présentation a soit fait une remarque raciste, soit agressé une femme. Oui, je pense à, j'ai oublié son nom, mais le présentateur de MasterChef. Et moi j'ai un contre-exemple avec Would I Like to You, avec le premier présentateur. Mais voilà. Oui, mais alors attends, c'était, j'ai oublié son nom, c'était une question de drogue, c'était pas, il a fait du mal à personne. Je sais plus. Oui, on en reparlera. Ouais, on en reparlera ailleurs. Non, justement, il a perdu sa carrière pour un truc qui était beaucoup moins grave que toutes les questions de MeToo et tout ça. Si je me mélange pas entre deux personnes. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, eh bien, alors je sais pas qui est encore avec nous, mais merci, quel que soit le moment où vous êtes arrivés. Vous pourrez revoir et réécouter tout ce qu'on s'est dit. On a parlé pendant presque 2 heures. 1h03, ouais. Ouais, presque 2 heures de The Celebrity Traitors, saison 1. On vous tease que la semaine prochaine, normalement, sans doute dimanche aussi, on verra. On vous fera aussi un petit topo comme ça, là, petit, de 2 heures, sur la dernière saison de Taskmaster. Alors je pense aussi que c'est des épisodes, quand je dis nous, enfin épisode là, ce qu'on est en train de faire, un petit peu plus long parce qu'on a parlé des jeux anglais de façon plus générale au départ, et puis on a présenté le jeu des Traitors en début. Et si on est amené à faire des reacts sur plusieurs saisons de Celebrity Traitors, je ne pense pas qu'on réexpliquera aussi longuement le principe. Soyons honnêtes, si dans un an on est encore à faire ça et qu'il y a une deuxième saison de Celebrity Traitors, on fera un react le soir de chaque épisode à minuit. Oh ok, on verra. On verra. Donc, c'est ça, c'est là qu'elle est la mousouf, les brousoufs ils sont là. Faut faire le react le soir même. Ouais, on verra. Mais c'est noté. Mais bon, dimanche prochain, Taskmaster. A priori... Et si on commence à faire une rétrospective de Taskmaster, on peut parler 5 heures. Ouais, non, il y a eu beaucoup de saisons, beaucoup de gens qu'on a adorés. Donc oui, on peut faire plusieurs épisodes pour se ménager et faire d'autres choses. Voilà. Donc je vous encourage à réécouter ou à écouter l'épisode que je vais laisser dans mes vidéos disponibles. Je le mettrai peut-être sur YouTube, faut qu'on voit ça. Ouais, moi j'ai pas de problème avec ça. Et puis si ça vous a plu, si ça vous plaît après avoir écouté tout l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire. C'est pareil, si vous avez des questions ici, on est dispo sur Discord, sur Blue Sky. Et s'il y a une émission que vous aimeriez regarder et que vous voulez avoir notre avis, demandez-nous aussi. On l'a peut-être déjà regardé et on peut vous dire si
ça vaut le coup s'il faut passer. Et on peut peut-être vous conseiller quelque chose de mieux éventuellement. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient à jeter. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça sera tout pour ma part. Puck, Voilà, t'as un et bah petit pareil, dernier moi, mot? bah non, on reviendra pour d'autres réacts de ce genre, comme tu l'as dit. Peut-être d'autres réacts sur d'autres sujets, si, comme on en a déjà parlé, Oui, mais voilà, à voir. Et juste moi, bah, puisqu'il y a de la compagnie, je vais relancer un stream dans pas longtemps. Je coupe celui-ci, je vais faire quelque chose, et je repartirai pour la fin de journée sur Project Zomboid. Voilà. oui, on va prendre notre goûter. Voilà. Eh ben, écoute, à bientôt, Puck. À bientôt, Yad. À la prochaine. Salut!